Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée et profitez bien de l'histoire. Le soleil du matin filtrait à travers les baies vitrées de leurs pentouses, projetant des traînées dorées sur l'îlot de cuisine en marbre où Amara Johnson était assise, esquissant des plans d'architecte. Sa peau foncée brillait sous la lumière naturelle, et ses tresses étaient ramenées en chignon soigné, sa coiffure habituelle lorsqu'elle se concentrait sur ses créations. Ethan Carter l'observait depuis l'embrasure de la porte, toujours émerveillé après 3 ans de mariage que cette femme brillante et magnifique ait choisi de construire sa vie avec lui. Le projet Langlais va être magnifique, murmura Amara sans lever les yeux, son crayon dansant sur le plan. Un centre communautaire durable qui sert réellement la communauté. Imagine un peu. Ethan passa derrière elle, enroulant ses bras autour de ses épaules et déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Tu vas changer le monde, un bâtiment à la fois. Elle se pencha contre lui, sa main trouvant la sienne. Nous allons changer le monde. Tes innovations technologiques financent mes conceptions durables. Nous sommes inarrêtables, Monsieur Carter. Madame Carter, corrigea-t-il en faisant pivoter sa chaise pour lui faire face. Et en parlant de construire notre avenir. Les yeux d'Amara s'illuminèrent d'espoir et d'impatience. Ils essayaient d'avoir un bébé depuis maintenant 8 mois, et chaque mois apportait le même cycle d'espoir et de déception. Mais ils n'arrêtaient jamais de rêver, jamais de planifier la famille qu'ils créeraient ensemble. Le docteur Lila Ansley a appelé, dit doucement Ethan, observant attentivement son expression. La consultation de fertilité est prévue pour la semaine prochaine. Tu es nerveux, demanda Amara, ses doigts traçant des motifs sur sa poitrine à travers sa chemise blanche. Avec toi? Jamais. Ethan attrapa sa main et la porta à ses lèvres. Quoi qu'il en coûte, quoi que nous devions faire, je veux te voir tenir notre bébé. Amara, je veux te voir devenir la mère incroyable que je sais que tu seras. Des larmes brillèrent dans ses yeux, des larmes de joie pleines d'amour et de possibilités. Je t'aime tellement, Ethan. Parfois, j'ai du mal à croire que tout ça est réel, que nous sommes réels. Ils se serrèrent l'un contre l'autre dans la cuisine de leur maison de rêve, la lumière du soleil réchauffant leur peau, complètement inconscients que leur vie parfaite était déjà en train de se fissurer à la base. Zoé Mitchell arriva au cabinet d'architecture d'Amara cet après-midi-là avec son flair dramatique habituel, ses talons de créateur claquant sur le sol en béton poli. Elle était la meilleure amie d'Amara depuis leur première année à Columbia et était maintenant son associée et la directrice des relations clients du cabinet. Là où Amara était réfléchie et précise, Zoé était audacieuse et persuasive, une complémentarité parfaite qui avait fait de leur entreprise l'un des cabinets d'architectes les plus recherchés de la ville. Ma chérie, tu es radieuse aujourd'hui, dit Zoé en s'installant dans le fauteuil en face du bureau d'Amara. L'éclat du mariage est toujours aussi vif, à ce que je vois. Amara sourit, ne remarquant pas la légère pointe dans la voix de Zoé. Ethan et moi parlions justement d'agrandir notre famille. Je te jure, parfois j'ai l'impression que je vais exploser de bonheur. Quelque chose traversa le visage de Zoé, trop rapide pour qu'Amara le remarque, mais indéniablement douloureux. Zoé nourrissait des sentiments pour Ethan depuis l'université, des sentiments qui n'avaient jamais été réciproques mais qui ne s'étaient jamais complètement éteints. Voir sa meilleure amie vivre la vie qu'elle avait toujours voulu était une torture. C'est merveilleux, réussit à dire Zoé, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. Vous méritez tout le bonheur du monde. Elles travaillèrent ensemble pendant les heures qui suivirent, examinant les propositions des clients et discutant des projets à venir. Mais à mesure que l'après-midi avançait, Zoé se surprit à étudier Amara, la façon dont elle touchait inconsciemment son ventre en parlant d'enfant, la façon dont son visage s'illuminait chaque fois qu'Ethan lui envoyait un texto, la façon dont elle semblait rayonner de contentement. C'était ce contentement que Zoé ne pouvait pas supporter. C'était de savoir qu'Amara avait tout ce que Zoé avait toujours voulu, apparemment sans même essayer. Et c'était la prise de conscience grandissante qu'Ethan ne regarderait jamais personne d'autre comme il regardait sa femme. Ce soir-là, pendant qu'Amara travaillait tard sur le projet Langlais, Zoé était assise dans son appartement de luxe surplombant Central Park, un verre de vin à la main, parcourant les réseaux sociaux. Chaque photo d'Ethan et Amara ensemble était comme un coup de couteau dans sa poitrine. Leur voyage d'anniversaire à Santorin, Ethan surprenant Amara avec un jardin sur le toit pour son anniversaire, le visage radieux d'Amara au gala annuel de leur entreprise, le bras d'Ethan autour de sa taille comme s'il avait peur que quelqu'un la lui vole. Zoé avait été là la première. Elle avait rencontré Ethan lors d'une conférence tech 2 ans avant même qu'Amara ne sache qu'il existait.
Ils avaient parlé pendant des heures d'innovation, de changer le monde, de leurs rêves pour l'avenir. Zoé avait pensé qu'ils avaient une connexion, avait cru que leur ambition et leur vision commune signifiaient quelque chose. Mais ensuite, Ethan avait rencontré Amara lors de la collecte de fonds caritative que Zoé avait organisée, et tout avait changé. Il n'avait eu qu'à voir la passion d'Amara pour le design durable, l'entendre parler de construire des communautés plutôt que de simples bâtiments, et Zoé l'avait vu tomber amoureux en temps réel. Elle était restée là, souriante, pendant qu'Ethan courtisait Amara avec l'intensité d'un homme qui avait trouvé sa raison d'être. Elle avait été la demoiselle d'honneur à leur mariage, avait prononcé un discours sur le véritable amour et les meilleurs amis, tout cela pendant que son cœur se brisait en 1000 morceaux. Et maintenant, 3 ans plus tard, elle faisait toujours semblant d'être heureuse pour eux tout en mourant à l'intérieur. Zoé posa son verre de vin et prit son téléphone. Elle fit défiler ses contacts jusqu'à ce qu'elle trouve le nom qu'elle cherchait, Victor Grayson, un détective privé qu'elle avait utilisé pour des clients particulièrement difficiles. La spécialité de Victor était de trouver des informations compromettantes quand il le fallait. Son doigt plana au-dessus du bouton d'appel. Une fois cet appel passé, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais en pensant au sourire radieux d'Amara, à l'adoration évidente d'Ethan, au bébé qu'ils essayaient d'avoir, quelque chose de froid et de désespéré se cristallisa dans sa poitrine. Elle composa le numéro. Victor, c'est Zoé Mitchell. J'ai besoin que vous dénichiez des informations sur quelqu'un de proche. Elle marqua une pause, son reflet la fixant depuis la fenêtre assombrie. J'ai besoin que vous me trouviez quelque chose que je puisse utiliser. 3 semaines plus tard, Ethan était assis dans son bureau d'angle au 40e étage de Carter Technologies, fixant l'enveloppe Kraft qui avait été livrée à son assistant personnel ce matin-là. Son nom était écrit sur le devant en lettres capitales soignées. Pas d'adresse de retour, aucune indication sur l'expéditeur. À l'intérieur se trouvaient des photographies, des dizaines, livrées par un coursier anonyme. Amara entrant dans un hôtel du centre-ville. Amara dans ce qui semblait être une conversation intime avec un homme grand et séduisant qu'Ethan ne reconnaissait pas. La main d'Amara sur le bras de l'homme alors qu'il traversait le hall. Amara embrassant la joue de l'homme devant l'entrée de l'hôtel. Le monde d'Ethan bascula. Ses mains tremblaient alors qu'il étalait les photos sur son bureau en acajou, cherchant une explication, un contexte, qui donnerait un sens à ce qu'il voyait. Mais les photos racontaient une histoire qu'il ne pouvait nier, qu'il ne pouvait expliquer. Son téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu. Je pensais que tu devais savoir. Quelqu'un qui tient à toi. Ethan fixa le message, puis les photos, puis la ville par la fenêtre, qui lui sembla soudain étrangère et hostile. La femme à qui il avait confié tout son cœur, la femme avec qui il avait prévu de vieillir, la femme qu'il voulait pour mère de ses enfants, le trahissait. Il pensa à toutes les nuits tardives où elle prétendait travailler, à toutes les réunions de projet qui, disait-elle, s'éternisaient, à toutes les fois où elle était rentrée épuisée, affirmant que le stress des délais l'épuisait. La poitrine d'Ethan se serra comme si elle allait s'effondrer. 3 ans de mariage, 3 ans d'amour, 3 ans à construire une vie ensemble, et tout n'était qu'un mensonge. Quand Amara rentra ce soir-là, rayonnante d'excitation à propos d'une nouvelle proposition de projet, Ethan l'attendait dans le salon, les photos étalées sur la table basse. Ethan ? La voix d'Amara était confuse, inquiète. Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air. Ne fais pas ça. La voix d'Ethan était glaciale, méconnaissable même pour lui. Ne me mens plus. Les yeux d'Amara tombèrent sur les photographies, et son visage perdit toute couleur. Ethan, je peux expliquer. Expliquer quoi ? Comment tu me mens depuis des mois, comment tu me trompes alors que nous essayons d'avoir un bébé ensemble ? Ethan se leva, sa grande silhouette la dominant. Expliquer comment tu pouvais me regarder dans les yeux chaque matin et me dire que tu m'aimais pendant que tu faisais ça ? Ces photos ne sont pas ce qu'elles semblent être, plaida Amara en tendant la main vers lui. Si seulement tu voulais bien m'écouter. Je t'ai tout confié, dit Ethan en s'éloignant de son contact. Je t'ai donné mon cœur, ma maison, mon avenir. Je comptais vieillir avec toi, Amara. Je voulais que tu sois la mère de mes enfants. Des larmes coulaient sur le visage d'Amara. Je suis cette femme, Ethan. Je suis exactement cette femme. S'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer ce que ces photos montrent vraiment. Je veux le divorce. Les mots tombèrent des lèvres d'Ethan comme des pierres dans une eau calme, créant des ondes qui détruiraient tout ce qu'ils avaient construit ensemble.
Je veux que tu sortes de ma maison, de mon entreprise, de ma vie. Les sanglots d'Amara résonnèrent dans le Penthouse, brut et déchirant. Ethan, s'il te plaît. Je t'aime. Je n'ai jamais aimé personne d'autre que toi. Ces photos. Quelqu'un essaie de nous faire du mal. Tu ne le vois pas? Mais Ethan se dirigeait déjà vers leur chambre, planifiant déjà sa fuite loin de la femme qui avait brisé son monde. Il ne pouvait voir au-delà de la trahison, ne pouvait entendre au-delà des mensonges, ne pouvait rien ressentir d'autre que la douleur dévastatrice de découvrir que la femme en qui il avait le plus confiance l'avait complètement détruit. Derrière lui, Amara s'effondra sur le canapé, serrant l'une des photographies avec des mains tremblantes. Sur la photo, elle serrait son cousin Daniel dans ses bras devant l'hôtel, où ils s'étaient retrouvés pour discuter de surprendre Ethan avec une rénovation de sa maison d'enfance pour leur anniversaire. Le baiser sur la joue était familial, innocent, sans conséquence. Mais Ethan était déjà parti, et la vérité resterait enfermée dans son cœur tandis que leur vie parfaite s'effondrait autour d'eux. Chapitre 2, 6 mois de silence. 6 mois s'étaient écoulés depuis qu'Ethan avait demandé le divorce, et les papiers avaient été finalisés avec une efficacité froide qui brisa de nouveau le cœur d'Amara. Elle était assise dans la salle de bain exiguë de son studio, fixant le test de grossesse dans ses mains tremblantes. 2 lignes roses la regardaient, claires et indéniables. Enceinte. Le bébé pour lequel ils avaient tant essayé, l'enfant dont ils avaient rêvé lors de conversations nocturnes et de dimanche matin paresseux, grandissait enfin en elle. Mais Ethan était parti, la croyant l'avoir trahie, et elle était seule d'une manière qui lui brisait l'âme. Amara se laissa glisser le long du mur de la salle de bain jusqu'à être assise sur le carrelage froid, le test toujours serré dans ses mains. Elle devrait l'appeler. Elle devrait lui parler du bébé qui avait été conçu lors de leur dernière semaine ensemble, avant les photos, avant les accusations, avant que leur monde ne s'écroule. Mais le souvenir de sa voix cette dernière nuit, si froide, si définitive, résonnait dans son esprit. « Je veux que tu sortes de ma vie. » Comment pourrait-elle lui parler du bébé alors qu'il avait clairement indiqué qu'il ne voulait plus rien avoir à faire avec elle? Comment pourrait-elle se forcer à revenir dans son monde alors qu'il l'avait regardée avec un tel dégoût, une telle trahison? L'homme qui lui avait autrefois promis de l'aimer pour toujours l'avait rejetée comme si elle ne signifiait rien. Amara posa une main sur son ventre encore plat et prit une décision qui la hantrait pendant des mois. Elle ne parlerait pas du bébé à Ethan. Elle protégerait cet enfant du genre de rejet et de douleur qu'elle avait subi. Elle trouverait un moyen de construire une vie pour eux deux, même si cela signifiait le faire complètement seul. De l'autre côté de la ville, Ethan se tenait dans le Penthouse qui avait été leur foyer, fixant les espaces vides où se trouvaient autrefois les affaires d'Amara. Ses dessins d'architecture avaient disparu des murs. Ses plantes ne bordaient plus les rebords de fenêtres. Sa tasse de café, celle avec l'éclat sur l'anse qu'elle refusait de jeter, manquait dans l'évier de la cuisine où elle avait trôné chaque matin pendant 3 ans. Zoé se tenait à côté de lui, sa main manucurée posée sur son bras dans un geste qu'elle voulait réconfortant. « Tu es mieux sans elle » dit doucement Zoé, sa voix pleine de sympathie. « Je sais que ce n'est pas ce que tu ressens maintenant, mais Ethan, tu mérites quelqu'un qui te sera fidèle, quelqu'un qui ne trahira pas ta confiance. » Ethan hocha la tête, bien que sa poitrine se sente toujours vide. « Je n'arrive tout simplement pas à comprendre comment j'ai pu me tromper à ce point. 3 ans, Zoé, 3 ans pendant lesquels j'ai cru la connaître. » Le cœur de Zoé s'emballa en voyant son opportunité. Parfois, les personnes les plus proches de nous sont les meilleures pour cacher qui elles sont vraiment. Mais Ethan, tu retrouveras l'amour. Le véritable amour, celui qui est honnête et vrai. Elle plantait ses graines depuis des mois, se positionnant soigneusement comme sa confidente, son système de soutien, son avenir potentiel. Et lentement, cela fonctionnait. Ethan commençait à s'appuyer sur elle, à lui faire confiance, à la voir comme plus que la simple amie d'Amara. « Je ne sais pas si je peux refaire confiance à quelqu'un » admit Ethan en passant ses mains dans ses cheveux. Comment construire quelque chose avec quelqu'un quand on sait avec quelle facilité tout peut être détruit? On commence par l'amitié, dit Zoé en se rapprochant de lui. On commence avec quelqu'un qui a déjà prouvé qu'il tient à toi, qui a été là dans tes pires moments. Elle fit une pause, laissant l'implication flotter dans l'air. Quelqu'un comme moi. Ethan la regarda vraiment, pour la première fois depuis que son monde s'était effondré. Zoé était belle, brillante, loyale. Elle avait été là pour lui quand tous les autres l'avaient laissé tomber. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que l'amitié était le fondement de quelque chose de réel. Zoé, dit-il lentement,
je ne veux pas te faire de mal. Je ne sais pas si je suis encore capable d'aimer. Laisse-moi m'en soucier, murmura-t-elle en levant la main pour toucher son visage. Laisse-moi prendre soin de toi, Ethan. Tu as assez souffert. Quand elle l'embrassa, Ethan ne la repoussa pas. C'était sûr, familier, simple. Rien à voir avec l'amour passionné et dévorant qu'il avait partagé avec Amara. Mais peut-être que c'était mieux ainsi. Peut-être que la passion menait à la douleur, et que la sécurité était ce dont il avait besoin maintenant. 3 mois plus tard, Amara se tenait dans l'uniforme de Prestige Catering Service, ajustant le polo noir qui devenait de plus en plus serré autour de son ventre arrondi. Elle avait perdu son cabinet d'architecture lorsque le règlement du divorce l'avait laissé avec presque rien. Les avocats d'Ethan avaient été impitoyables, la dépeignant comme une épouse infidèle qui ne méritait aucune part de leur succès commercial commun. Le travail de traiteur était l'un des 3 qu'elle cumulait pour joindre les 2 bouts. Le matin dans un café, l'après-midi à nettoyer des immeubles de bureaux, le soir à servir lors d'événements haut de gamme. Elle était constamment épuisée, mais elle se forçait à continuer, à travailler, à construire une vie pour le bébé qui grandissait en elle. Johnson appela Clara Esposito, la superviseure du service traiteur. Tu es au service en salle ce soir. Le mariage Thornton-Lou. Gros budget, ego encore plus gros, alors souris et sois invisible. Amara hocha la tête, nouant son tablier autour de sa taille qui s'élargissait. Elle avait appris à être invisible au cours des derniers mois. Invisible aux yeux des avocats qui avaient détruit sa vie. Invisible aux yeux des anciens clients qui l'avaient abandonné après la propagation des rumeurs sur le scandale du divorce. Invisible au monde qu'il avait autrefois célébré comme une étoile montante de l'architecture durable. Alors qu'elle disposait les couverts et pliait les serviettes, Amara sentit le bébé donner un coup pour la première fois. Ses mains s'immobilisèrent sur la nappe en lin blanc et des larmes menacèrent de couler. Cette petite personne en elle était la seule bonne chose qui restait de son mariage avec Ethan, le seul morceau de leur amour qui avait survécu à la destruction. Tu seras tellement aimé, murmura-t-elle à son ventre. Même si ce n'est que toi et moi, tu seras tellement aimé. Au même moment, Ethan était dans son bureau en train de signer des papiers qui feraient de Zoé Mitchell sa fiancée. La demande en mariage avait été plus pratique que romantique, une décision prise avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. Zoé l'avait suggéré, en fait, soulignant qu'ils étaient ensemble depuis 3 mois, qu'ils se comprenaient, qu'ils pouvaient construire quelque chose de stable et de réel. Tu es sûr de ça, demanda Malcolm Reed, l'avocat et plus vieil ami d'Ethan. Ça semble rapide, même en considérant tout ce que tu as traversé. Ethan regarda la bague de fiançailles qu'il avait choisie. Élégante, chère, mais dépourvue des touches personnelles qu'il avait mises dans la bague d'Amara 3 ans plus tôt. Cette bague avait été conçue sur mesure, incorporant des éléments qui parlaient de leurs rêves communs et de leurs blagues privées. Cette bague-ci était belle mais générique, comme ses sentiments pour Zoé. Zoé est bonne pour moi, dit Ethan, essayant de se convaincre autant que Malcolm. Elle a été là à travers tout. Elle sait qui je suis, ce que j'ai traversé. Il n'y aura pas de surprise. Mais l'aimes-tu? La question flottait dans l'air comme un défi. Ethan pensa au rire de Zoé, qui était agréable mais ne faisait jamais battre son cœur. Il pensa à ses baisers, qui étaient gentils mais n'enflammaient jamais son âme. Il pensa à leur conversation, qui était confortable mais ne lui laissait jamais le sentiment d'avoir trouvé son autre moitié. Je tiens profondément à elle, dit finalement Ethan. Et peut-être que c'est mieux que l'amour. L'amour m'a rendu vulnérable. L'amour m'a rendu stupide. L'amour m'a détruit. Malcolm hocha la tête, bien que quelque chose dans son expression suggère qu'il n'était pas convaincu. Si tu en es sûr, alors je suis heureux pour toi. Mais Ethan. Ne l'épouse pas juste pour prouver quelque chose. Ne l'épouse pas juste parce que ça te semble sûr. Mais Ethan avait déjà pris sa décision. Le sûr était exactement ce qu'il voulait. Le sûr était ce qui le protégerait de jamais ressentir à nouveau la douleur dévastatrice de la trahison. Ce soir-là, Zoé se tenait devant le miroir de sa salle de bain, tenant le test de grossesse qu'elle venait de faire. Négatif, comme chaque mois depuis 3 mois. Elle n'essayait pas vraiment de tomber enceinte, au contraire. Mais son plan exigeait qu'Ethan croie qu'elle portait son enfant, du moins jusqu'après le mariage. Elle avait déjà préparé le faux test positif qu'elle lui montrerait demain, acheté sur un site web spécialisé dans les farces de grossesse. Une fois mariée, elle simulerait une fausse couche et réconforterait Ethan dans cette perte, les liant ainsi dans un deuil partagé.
C'était manipulateur, malhonnête et cruel. Mais Zoé ne se souciait plus de la moralité. Elle avait vu Ethan aimer Amara avec une dévotion qui frisait l'adoration, et elle voulait cet amour pour elle-même. Elle voulait qu'il la regarde comme il avait regardé sa femme. Elle voulait qu'il la choisisse comme il ne l'avait jamais choisie auparavant. Zoé s'entraîna à prendre un air surpris dans le miroir, répétant comment elle annoncerait la grossesse à Ethan. Elle pleurerait un peu, submergée par l'émotion. Elle s'inquiéterait de sa réaction, de savoir s'il était prêt pour cette étape. Elle ferait en sorte que cela paraisse réel, spontané, un tournant dans leur vie. « Tu mérites ça », dit-elle à son reflet. « Tu l'as aimé plus longtemps qu'elle. Tu le comprends mieux qu'elle ne l'a jamais fait. Tu ne vas pas le perdre pour une fantaisie de ce qu'ils avaient avant. » Mais en se regardant dans le miroir, Zoé ne pouvait chasser l'image du visage d'Amara ce dernier jour au bureau, brisé, désespéré, suppliant quelqu'un de croire en son innocence. Pendant un instant, le doute s'immisça dans les justifications soigneusement construites de Zoé. Puis elle pensa au bras d'Ethan autour d'elle, à la bague qu'il avait passée à son doigt, au mariage qu'il planifiait pour dans 6 mois. Le doute disparut, remplacé par une détermination féroce. Elle était allée trop loin pour faire marche arrière. Quels que soient les mensonges qu'elle devait raconter, Ethan serait à elle. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Amara était allongée dans son petit lit, une main posée sur son ventre arrondi, totalement inconsciente que l'homme qu'elle aimait encore de toutes les fibres de son être planifiait un avenir avec la femme qui avait détruit leur mariage. Elle s'endormit au son de la pluie contre sa fenêtre, rêvant de la famille qu'elle et Ethan avaient prévu de construire ensemble, ne sachant pas que dans 6 mois, leur monde se heurterait à nouveau de la manière la plus dévastatrice qui soit. Chapitre 3, collision. Le jour du mariage, la grande salle de bal de l'hôtel Méridien scintillait comme dans un conte de fées. Des lustres en cristal projetaient une lumière dansante sur des tables drapées de soie ivoire, tandis que des tours de rose blanche et des touches dorées créaient une atmosphère de luxe discret. Ethan Carter se tenait à l'hôtel dans son smoking noir sur mesure, regardant 200 membres de l'élite de la ville prendre place pour ce que les pages mondaines appelaient le mariage de l'année. Zoé était éblouissante dans sa robe de créateur fluide, tout en perles et dentelles françaises, une vision de beauté classique alors qu'elle remontait l'allée au bras de son père. Ethan sourit en la voyant approcher, ressentant un calme satisfaisant plutôt qu'une joie immense. C'était juste. C'était sûr. C'était l'avenir qu'il avait choisi avec sa tête plutôt qu'avec son cœur. La cérémonie était élégante et formelle, avec les vœux soigneusement choisis par Zoé sur le partenariat et l'engagement, sur la construction d'une vie basée sur la confiance et le respect mutuel. Quand Ethan glissa la bague à son doigt, il ressentit plus de soulagement que de passion. Quand il embrassa sa nouvelle femme, ce fut doux et approprié, pas la connexion brûlante qu'il avait autrefois partagée avec quelqu'un d'autre. « Mesdames et messieurs », annonça le révérend Jeremiah Holt, « je vous présente M. et Madame Ethan Carter. » Les applaudissements furent tonitruants alors qu'ils redescendaient l'allée ensemble, la main de Zoé posée de manière possessive sur le bras d'Ethan. Elle avait gagné. Après des années à le désirer, des mois de planification et des semaines de manipulation minutieuse, Ethan était enfin à elle. Dans la cuisine de l'hôtel, Amara Johnson, travaillant désormais sous son nom de jeune fille professionnellement, ajusta son uniforme de traiteur noir et tenta d'ignorer la douleur sourde dans le bas de son dos. Enceinte de 7 mois, chaque service devenait plus difficile, mais elle avait besoin de l'argent de cet événement prestigieux. Prestige Catering avait décroché le contrat grâce à la relation de Clara Esposito avec le coordinateur d'événements de l'hôtel. C'était un remplacement de dernière minute, le traiteur habituel de l'hôtel ayant dû annuler à cause d'un incendie de cuisine, et Amara s'était portée volontaire pour les heures supplémentaires malgré son état. Clara inspecta son équipe avec une précision militaire. C'est le mariage Carter-Mitchell. Les amis. Le marié possède la moitié des entreprises de technologie de la ville, et la liste des invités se lit comme le bottin mondain de New York. Je veux un service parfait, un personnel invisible et 0 erreur. Le sang d'Amara se glaça au nom de Carter. Ce n'était pas possible. Il devait y avoir d'autres Carter riches dans la ville, d'autres familles qui pouvaient s'offrir le forfait mariage premium du Méridien. Le bon de travail indiquait simplement « mariage Carter-Mitchell » et elle n'avait pas fait le lien jusqu'à présent. Mais au fond de son cœur, elle savait. C'était le mariage d'Ethan. Ethan épousait Zoé. Johnson, tu es au service en salle dans la grande salle de bal, continua Clara, consultant son presse-papier. Table 12 à 20. Fais couler le champagne et débarrasse les assiettes. Amara hocha la tête, abasourdie,
sa main se posant instinctivement sur son ventre arrondi. Le bébé donna un coup, comme s'il sentait sa détresse, et elle prit une profonde inspiration. Elle pouvait le faire. Elle garderait la tête baissée, ferait son travail et partirait sans que personne ne la reconnaisse. L'Ethan Carter qu'elle avait aimé était parti, remplacé par un étranger qui avait jeté leur amour basé sur des mensonges. Elle attacha ses cheveux en un chignon serré et ajusta sa casquette de serveuse, espérant que l'uniforme et la coiffure différente suffiraient à la déguiser. Quand elle se regarda dans le miroir, elle se reconnut à peine. Disparue, l'architecte confiante qui avait autrefois fait la couverture des magazines pour ses conceptions innovantes. À sa place se tenait une femme fatiguée et enceinte dans un uniforme de traiteur, invisible au monde qu'il avait autrefois célébré. La réception battait son plein quand Amara entra dans la salle de bal avec son premier plateau de champagne. La salle était magnifique, remplie de rires et de conversations, du tintement des verres et du jazz doux d'un orchestre de 7 musiciens. Elle se déplaçait à travers la foule comme un fantôme, remplissant les verres et débarrassant les assiettes, ses yeux soigneusement détournés de la table d'honneur où Ethan était assis avec sa nouvelle femme. Mais elle ne put s'empêcher de jeter des coups d'œil. Ethan semblait plus âgé, plus sérieux, son rire retenu plutôt que la joie pleine et entière qu'elle se rappelait. Zoé, et le cœur d'Amara se serra en reconnaissant son ancienne meilleure amie, était radieuse dans sa robe de mariée, acceptant les félicitations et les compliments avec des sourires gracieux. « Excusez-moi, mademoiselle », appela une femme âgée à la table 15. « Pourrais-je avoir un autre verre de rosé ?»« Bien sûr, madame », répondit Amara, reconnaissante de la distraction. Elle se concentra sur son travail, sur les tâches simples de service et de débarrassage, essayant d'ignorer les conversations autour d'elle sur le succès commercial d'Ethan, sur la beauté du couple, sur leurs projets d'avenir. « J'ai entendu dire qu'il prévoit de fonder une famille tout de suite, gloussa une jeune femme en robe de cocktail rose. Zoé a toujours voulu des enfants, et Ethan est enfin prêt à s'installer avec la bonne femme. Les mots frappèrent Amara comme des coups. Elle pressa sa main sur son ventre, sentant leur enfant, l'enfant d'Ethan, bouger sans repos en elle. Il prévoyait une famille avec Zoé, alors que son véritable enfant grandissait inconnu et non désiré, à seulement 15 mètres de là. De l'autre côté de la salle, Ethan prononçait son discours de remerciement aux invités quand quelque chose le fit s'interrompre en pleine phrase. Un rire familier, doux, musical, avait flotté au-dessus du brouhaha de la foule. Il balaya la salle du regard, cherchant la source, son cœur commençant à s'emballer pour des raisons qu'il ne comprenait pas. Puis il la vit. Pas son visage d'abord, mais sa posture, la façon dont elle tenait ses épaules quand elle était fatiguée, la grâce de ses mouvements, même enceinte. C'était une silhouette qu'il avait mémorisée pendant 3 ans de mariage, et la reconnaissance le frappa comme un éclair. Amara. Sa flûte de champagne glissa de ses doigts inertes, se brisant sur le sol avec un fracas qui fit taire momentanément les conversations voisines. Elle était enceinte. Très enceinte. L'uniforme noir ne pouvait cacher la courbe évidente de son ventre, la façon dont elle se déplaçait avec l'équilibre d'une femme à son 3e trimestre. Ethan ? La voix de Zoé semblait venir de très loin. Chérie, tout va bien ? Mais Ethan ne pouvait pas l'entendre. Tout ce qu'il pouvait voir, c'était Amara, son ex-femme, enceinte et travaillant comme serveuse à sa réception de mariage. Le timing lui fit tourner la tête. 7 mois de grossesse signifiaient qu'elle avait conçu au moment de leur divorce. Ses mains tremblaient alors qu'il calculait les dates, les possibilités, les implications. Le bébé pouvait être le sien. Amara se figea en entendant le bruit du verre brisé, un 6e sens la poussant à lever les yeux vers la table d'honneur. Ses yeux rencontrèrent ceux d'Ethan à travers la salle bondée, et à cet instant, toute la pièce sembla disparaître. 6 mois de douleur, de colère et de chagrin passèrent entre eux en un seul regard dévastateur. Le visage d'Ethan devint blanc comme un linge alors que son regard descendit sur son ventre de femme enceinte, puis remonta à son visage. Elle vit la reconnaissance, le choc, les questions qui se formaient dans son esprit. Pendant un instant, Amara oublia de respirer. Puis Zoé suivit le regard d'Ethan, son visage passant de la confusion à la fureur en repérant Amara parmi le personnel de service. L'expression de la belle mariée devint hideuse de rage possessive, son maquillage soigné incapable de cacher le venin dans ses yeux. « Qu'est-ce qu'elle fait ici » siffla Zoé, assez fort pour que les invités proches l'entendent. Le stress du moment, combiné aux heures passées debout et au traumatisme émotionnel de voir Ethan marié à son ancienne meilleure amie, submergea soudainement le système déjà fragile d'Amara. La salle de bal se mit à tourner,
des points noirs dansant au bord de sa vision. Elle tenta de poser le lourd plateau, de trouver un appui, mais ses jambes fléchirent. La dernière chose qu'elle vit avant que l'obscurité ne l'engloutisse fut Ethan bondissant de sa chaise, son visage marqué par une panique brute et quelque chose qui ressemblait étrangement à de l'amour. Puis elle s'effondra, son corps heurtant le sol en marbre avec un bruit sourd qui résonna dans la salle de bal soudainement silencieuse. Le chaos éclata instantanément. Les invités crièrent et reculèrent alors que la forme inconsciente d'Amara gisait entre les tables, sa casquette de serveuse de travers, son ventre de femme enceinte clairement visible sous l'uniforme noir. Ethan se frayait déjà un chemin à travers la foule, bousculant des invités surpris dans son besoin désespéré de l'atteindre. « Appelez une ambulance !» cria-t-il en tombant à genoux à côté de la forme immobile d'Amara. « Que quelqu'un appelle le 911. »« Monsieur, veuillez reculer !» insista Clara Esposito, essayant de maintenir un semblant d'ordre. « Laissez-nous nous occuper de notre employée. »« Elle n'est pas seulement votre employée, » lança Ethan, ses mains planant au-dessus d'Amara, incertain, craignant de la toucher mais désespéré de l'aider. « Elle est. » Il s'arrêta, incapable de finir la phrase. Qu'était-elle? Son ex-femme. La femme qu'il avait détruite par son manque de confiance, la mère de ce qui pourrait être son enfant. « Ethan !» appela Zoé, sa voix stridente de panique. « Ethan. Reviens ici. Laisse les ambulanciers s'en occuper. » Mais Ethan ne bougea pas du côté d'Amara. Il observait la montée et la descente superficielle de sa poitrine, remarqua à quel point elle était devenue mince, à l'exception de sa grossesse, vit les cernes sous ses yeux qui parlaient d'épuisement et d'inquiétude. Que lui était-il arrivé? Comment la femme brillante et pleine de vie qu'il avait épousée était-elle devenue cette silhouette fragile dans un uniforme de traiteur? Les ambulanciers arrivèrent en quelques minutes, vérifiant efficacement les signes vitaux d'Amara et se préparant à la transporter à l'hôpital. Ethan plana à leur côté, posant des questions auxquelles il ne pouvait répondre. Est-ce qu'elle va bien? Est-ce que le bébé va bien? De combien de mois est-elle? Êtes-vous de la famille? Demanda l'ambulancière principale, une femme à l'air compétent et aux yeux bienveillants. Ethan hésita. Légalement, il n'était plus de la famille. Il s'en était assuré lors de la procédure de divorce. Mais en regardant le visage pâle d'Amara, sa main posée protectricement sur son ventre même dans l'inconscience, il ressentit une connexion qu'il ne pouvait nier. Je suis son. Il s'arrêta, les mots coincés dans sa gorge. Je suis le père, dit-il doucement, bien qu'il ne sache pas si c'était vrai. L'ambulancière hocha la tête et l'autorisa à monter dans l'ambulance, laissant Zoé debout dans sa robe de mariée au milieu des décombres de leur réception, son avenir soigneusement planifié s'effondrant autour d'elle. Alors que l'ambulance quittait l'hôtel, sirène hurlante, Ethan tenait la main d'Amara et priait un Dieu auquel il n'avait pas parlé depuis des mois. Il priait pour son rétablissement, pour la sécurité du bébé, et pour la force d'affronter les vérités que cette nuit révélerait. Derrière eux, la réception de mariage avait sombré dans les commérages et les spéculations, 200 invités avec une histoire qu'ils raconteraient pendant des années. Et au centre de tout cela, Zoé Mitchell se tenait seule dans sa robe de mariée de créateur, réalisant que malgré toutes ces manipulations, tous ces mensonges et tous ces plans soigneusement élaborés, elle n'avait jamais vraiment gagné le cœur d'Ethan. La nuit qui devait être son triomphe était devenue sa plus grande défaite, et la femme qu'elle avait détruite était toujours, d'une manière ou d'une autre, celle qui comptait le plus. Chapitre 4, le point de rupture. Les lumières fluorescentes crues des urgences de l'hôpital Merci Général baignaient tout d'un éclat blanc impitoyable. Ethan était assis sur une chaise en plastique inconfortable, portant toujours son smoking de la réception de mariage qui semblait dater d'une éternité. Son nœud papillon pendait lâchement autour de son cou, sa veste froissée par des heures de va-et-vient anxieux, ses mains tachées par le champagne qui s'était renversé lorsque son monde avait basculé. Cela faisait 3 heures que l'ambulance avait amené Amara. 3 heures à faire les 100 pas, à exiger des réponses du personnel médical affairé, à essayer de comprendre la situation impossible dans laquelle il se trouvait. Son jour de mariage s'était terminé non pas par des danses et des célébrations, mais par l'effondrement de son ex-femme enceinte à sa réception. Monsieur Carter. Le docteur Lila Ansley sortit de la zone de traitement, son expression professionnelle mais bienveillante. Ethan l'a reconnue. Elle avait été leur spécialiste de la fertilité pendant leur mariage, le médecin qui les avait guidés à travers des mois d'espoir et de tentatives pour l'enfant qu'ils désiraient tous les deux désespérément. Comment va-t-elle? Ethan se leva immédiatement, son cœur martelant contre ses côtes. Et le bébé? L'expression du docteur Ansley s'adoucit légèrement. Mademoiselle Johnson est stable.
Elle a souffert de déshydratation sévère et d'épuisement, mais nous l'avons mise sous perfusion et elle réagit bien. Le bébé semble aller bien. Rythme cardiaque fort. Mouvements normaux. Cependant, je dois discuter de certaines préoccupations concernant sa santé globale. Quel genre de préoccupations? Ethan sentit son sang se glacer. Elle est sous-alimentée et clairement surmenée. Sa tension artérielle est élevée et elle montre des signes de stress chronique. Ce n'est bon ni pour elle ni pour le bébé. Le docteur Ansley étudia attentivement Ethan. Êtes-vous le père? La question flottait dans l'air comme un défi. Ethan pensa au timing, aux dernières nuits passionnées que lui et Amara avaient partagées avant que leur monde n'explose. Je pense que oui. J'espère que oui. Je n'en suis pas certain. Dans la salle d'attente, Zoé était assise, rigide dans sa robe de mariée, les broderies élaborées et la dentelle ressemblant maintenant à un costume pour une pièce qui avait mal tourné. Sa mère, Eleanor Mitchell, était assise à côté d'elle, lui offrant périodiquement des mouchoirs et des paroles de réconfort que Zoé entendait à peine. « Chérie, peut-être devrions-nous rentrer à la maison » suggéra doucement Eleanor. « Tu as eu un tel choc et toute cette situation est juste. » « Je ne pars pas » la voix de Zoé était plate, sans émotion. Pas avant de savoir ce qui se passe. Ce qui se passait, c'est que son jour de mariage parfait avait été détruit par la femme qu'elle avait tant travaillé à éliminer de la vie d'Ethan. Voir Amara enceinte, voir l'inquiétude immédiate et désespérée d'Ethan pour elle avait brisé les illusions de Zoé sur leur mariage avant même qu'il n'ait vraiment commencé. Elle pensa au faux test de grossesse caché dans son sac à main, le mensonge qu'elle avait prévu de révéler pendant leur lune de miel. L'ironie était presque risible. Elle avait fabriqué une grossesse pour lier Ethan à elle alors que sa véritable ex-femme portait réellement ce qui pourrait être son enfant. Madame Carter s'approcha un autre médecin, l'air fatigué. « Je crois comprendre que votre mari est avec mademoiselle Johnson. » Le titre sonnait étranger et faux aux oreilles de Zoé. Madame Carter. Elle s'était embattue pour ce nom, avait manipulé et menti pour le revendiquer, et maintenant c'était comme porter des vêtements qui ne lui allaient pas, oui, réussit-elle à dire. Il s'inquiète pour son état. Le médecin hocha la tête avec sympathie. C'est compréhensible. Les complications de la grossesse peuvent être effrayantes, surtout quand il y a des relations préexistantes. Zoé voulait crier qu'il n'y avait pas de relation préexistante, qu'Ethan était son mari maintenant, qu'Amara n'avait aucun droit sur lui. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge parce qu'elle avait vu le visage d'Ethan quand il avait repéré Amara dans la salle de bal. Elle y avait vu l'émotion brute, l'instinct de protection immédiat, l'amour qu'il n'avait jamais tout à fait réussi à ressentir pour elle. Ethan fut autorisé à entrer dans la chambre d'Amara après qu'elle eût été transférée dans un service privé. Elle paraissait si petite dans le lit d'hôpital, éclipsée par les machines et les perfusions, sa peau foncée cireuse de fatigue. Mais elle était réveillée, ses yeux alertes hélas alors qu'il s'approchait. « Salut » dit-il doucement, ne sachant comment entamer une conversation avec la femme dont il avait divorcé, la femme qu'il avait accusée d'avoir détruit leur mariage, la femme qui portait apparemment son enfant. « Salut » répondit Amara, sa voix rauque. Sa main reposait protectriquement sur son ventre, et les yeux d'Ethan furent attirés par la courbe évidente sous la blouse d'hôpital. Ils se regardèrent pendant un long moment, 6 mois de douleur et d'incompréhension s'étirant entre eux comme un gouffre. Finalement, Ethan retrouva sa voix. « Quand » demanda-t-il simplement. Amara savait ce qu'il demandait. Je l'ai découvert quelques jours après la finalisation du divorce. Elle a été conçue pendant notre dernière semaine ensemble. Sa voix était neutre, mais Ethan pouvait entendre la blessure sous-jacente. Avant les photos. Avant que tu ne décides que j'étais une menteuse et une tricheuse. Ethan sentit comme un coup de poing à l'estomac. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Parce que tu as très clairement fait savoir que tu me voulais hors de ta vie. Les yeux d'Amara s'emplirent de larmes qu'elle refusa de laisser couler. Parce que tu m'as regardé comme si j'étais quelque chose de dégoûtant cette dernière nuit. Parce que je n'allais pas imposer mon enfant à quelqu'un qui haïssait sa mère. Je ne te hais pas, dit rapidement Ethan, puis il s'arrêta. Le faisait-il? Pendant des mois, il s'était dit qu'il la haïssait. Avait nourri sa colère et sa trahison comme un animal blessé léchant ses plaies. Mais la voir ici, vulnérable et seule, portant son enfant alors qu'il planifiait un avenir avec quelqu'un d'autre, il n'était plus sûr de ce qu'il ressentait. « Tu as divorcé de moi sur la base de photographies que tu ne m'as pas laissé expliquer, » dit doucement Amara. « Tu as choisi de croire le pire de moi plutôt que de faire confiance à la femme que tu prétendais aimer.
Alors dis-moi, Ethan, si tu ne me hais pas, comment appelles-tu ça? Dehors dans le couloir, Zoé était assise, rigide dans sa robe de mariée, ayant suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital malgré le départ d'Ethan. Le personnel infirmier lui avait refusé l'accès à toute information sur l'état d'Amara. Elle n'était pas de la famille, n'avait aucun droit légal à des mises à jour, mais elle pouvait voir à travers la porte entr'ouverte, pouvait entendre des fragments de conversation qui faisaient s'effondrer son monde soigneusement construit. La vue de l'angoisse évidente d'Ethan pour son ex-femme. La façon dont il avait abandonné leur réception de mariage sans une seconde pensée. La reconnaissance qu'Amara portait ce qui pourrait être son enfant. Tout cela déferla sur Zoé comme une vague. Quand Ethan sortit de la chambre d'Amara une heure plus tard, son visage avide d'inquiétude et de culpabilité, Zoé l'attendait. Le poids de le voir choisir Amara à nouveau, même inconsciemment, même en pleine crise, brisa quelque chose de fondamental en elle. « Je ne peux plus faire ça », murmura-t-elle. Puis les mots jaillirent comme un barrage qui cède. « Je ne suis pas enceinte, Ethan. Je ne l'ai jamais été. J'ai menti sur tout. Le test de grossesse, les visites chez le médecin, tout. Je prévoyais de simuler une fausse couche après notre lune de miel. » Zoé poussa la porte de la chambre d'Amara, sa robe de mariée bruissant contre le cadre de la porte. Ethan et Amara levèrent les yeux, surpris, le moment intime entre eux brisé par sa présence. « Il faut que je vous parle, » dit Zoé, sa voix tremblante. Elle regarda directement Ethan, ignorant la présence d'Amara. « À vous deux. » Ethan se leva, la confusion et l'irritation se disputant sur son visage. « Zoé, ce n'est pas le moment. » « C'est exactement le moment, » l'interrompit Zoé, ses mains tremblant alors qu'elle fouillait dans son sac. Elle en sortit le faux test de grossesse, celui qu'elle avait prévu d'utiliser pour lier Ethan à elle pour toujours, et le posa sur la table de chevet. « Je ne suis pas enceinte, » dit-elle, les mots sortant en un flot précipité. « Je ne l'ai jamais été. J'ai acheté ça en ligne. J'allais te le montrer pendant notre lune de miel, puis simuler une fausse couche plus tard. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Ethan la dévisagea comme si elle parlait une langue étrangère, tandis que les yeux d'Amara s'écarquillaient de choc et de compréhension grandissante. « Qu'est-ce que tu racontes ?» La voix d'Ethan était à peine un murmure. Zoé prit une profonde inspiration, sachant que ce qu'elle dirait ensuite détruirait tout, mais incapable de s'arrêter. La vue de l'amour évident d'Ethan pour Amara, la reconnaissance qu'elle ne serait jamais plus qu'une remplaçante dans son cœur, avait brisé quelque chose en elle. Le point J.E. dit que j'ai menti sur tout, la grossesse, la liaison, absolument tout. Elle regarda Amara pour la première fois, voyant la femme épuisée qu'elle avait contribué à détruire. Ces photos de toi avec un homme, c'était ton cousin Daniel. J'ai engagé un détective privé pour te suivre, et comme nous ne trouvions rien de concret, j'ai pris des photos hors contexte et je les ai fait passer pour ce qu'elles n'étaient pas. Ethan s'effondra dans le fauteuil à côté du lit d'Amara, le visage blême sous le choc. Tu mens. J'aimerais bien. Zoé pleurait maintenant, son maquillage de mariée si soigneusement appliqué coulant en traînées noires sur ses joues. J'ai falsifié des emails. J'ai soudoyé des amis communs pour qu'ils mentent en disant qu'ils t'avaient vu avec d'autres hommes. J'ai créé toute une fiction parce que je ne supportais pas de voir Ethan t'aimer comme je voulais qu'il m'aime. Amara laissa échapper un petit son de douleur, non pas physique mais émotionnel, le son de quelqu'un dont les pires craintes venaient de se confirmer. Tu as détruit mon mariage parce que tu étais jalouse. J'ai détruit ton mariage parce que je l'aimais avant lui. La voix de Zoé se brisa, chargée d'années d'émotions refoulées. Je l'ai rencontré avant toi. Je pensais qu'il y avait quelque chose entre nous, mais ensuite tu es entré dans cette soirée de charité avec tes idées brillantes et ta passion pour changer le monde, et il n'a plus jamais regardé personne d'autre. Ethan se leva lentement, ses mouvements mécaniques, comme un homme en état de choc. 6 mois, dit-il doucement. 6 mois que je crois que la femme que j'aimais m'a trahi. 6 mois que je me déteste d'avoir été un tel idiot. 6 mois que j'essaie de construire quelque chose de nouveau tout en pleurant quelque chose que je croyais détruit par des mensonges. Ça a été détruit par des mensonges, murmura Zoé, seulement pas les siens. La révélation flottait dans la pièce comme un nuage toxique. Ethan regarda les deux femmes, sa nouvelle épouse, qui venait d'avouer avoir détruit son précédent mariage, et son ex-femme, qui portait son enfant et avait été innocente depuis le début. J'ai besoin d'air, dit soudain Ethan en se dirigeant vers la porte. J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de... Il s'arrêta, se retournant vers Amara. Est-ce que ça va?
Tu as besoin de quelque chose? La question était si simple, si attentionnée, qu'elle fit monter de nouvelles larmes aux yeux d'Amara. Je vais bien, murmura-t-elle. Le bébé va bien. Ethan hocha la tête et sortit, laissant Zoé et Amara seuls ensemble pour la première fois depuis le divorce. Zoé s'assit lourdement dans le fauteuil qu'Ethan avait quitté, sa robe de mariée s'étalant autour d'elle comme du lait renversé. Je suis désolée, dit-elle doucement. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolée. Amara étudia son ancienne meilleure amie, la femme qui avait été sa confidente et son associée, la femme qui avait détruit sa vie par jalousie et obsession. Pourquoi maintenant? Pourquoi dire la vérité maintenant? Zoé resta silencieuse un long moment. Parce que j'ai réalisé que même si je maintenais le mensonge, même si nous restions mariés, il ne m'aimerait jamais comme il t'a aimé. Je passerais ma vie entière à savoir que j'étais son deuxième choix, son prix de consolation, et tu passerais ta vie à croire que tu l'avais perdu parce que tu ne valais pas la peine qu'on se batte pour toi. Elle se leva, lissant sa robe de mariée. J'ai détruit 2 personnes que je prétendais aimer parce que je ne supportais pas de ne pas être choisi. Mais Ethan a choisi. Il t'a choisi il y a 3 ans et il t'a choisi à nouveau ce soir quand il est monté dans cette ambulance au lieu de rester avec sa mariée. Zoé se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, j'espère que tu pourras lui pardonner. Il a fait une erreur en me faisant confiance plutôt qu'à toi, mais il l'a faite par amour. Il t'aimait tellement que mes mensonges lui ont paru être la fin du monde. Et sur ce, Zoé Mitchell quitta la chambre d'hôpital, sortit de leur vie, laissant derrière elle les décombres de sa tromperie et la faible possibilité que quelque chose de vrai puisse renaître des cendres de ses mensonges. Chapitre 5, le poids de la vérité. Ethan se retrouva sur le toit jardin de l'hôpital, une petite oasis de verdure dans la jungle de béton de la ville. L'air nocturne était frais contre sa peau, contrastant vivement avec l'atmosphère étouffante de la chambre. Il venait de s'enfuir, son smoking lui semblant être le costume d'une pièce qu'il ne comprenait plus, et il desserra son col, essayant de respirer malgré le poids écrasant des aveux de Zoé. Tout ce qu'il avait cru au cours des 6 derniers mois était un mensonge. Amara ne l'avait pas trahi. Elle ne l'avait pas trompé. Elle ne l'avait pas regardé dans les yeux chaque matin pendant des mois tout en ayant une liaison dans son dos. La femme qu'il avait aimée de toutes les fibres de son être était innocente, et il avait détruit leur mariage sur la base de preuves fabriquées et de ses propres craintes paranoïaques. Ethan s'affaissa sur un banc de pierre, la tête entre les mains, alors que toute l'ampleur de son erreur s'abattait sur lui. Il l'avait traitée de menteuse. Il avait exigé le divorce sans la laisser s'expliquer. Il avait choisi de croire le pire d'elle plutôt que de faire confiance à l'amour qu'ils avaient construit ensemble pendant 3 ans. Et pendant qu'il se construisait une nouvelle vie avec la femme qui avait détruit son ancienne, Amara avait lutté seule, enceinte de son enfant, cumulant plusieurs emplois juste pour survivre. L'architecte à succès qu'il avait épousé servait maintenant du champagne au mariage des autres tout en portant son bébé. Les souvenirs affluèrent avec une clarté cruelle. La nuit où il avait confronté Amara avec les photographies, la façon dont son visage s'était décomposé en les voyant, la manière désespérée dont elle l'avait supplié d'écouter son explication. Ces photos ne sont pas ce qu'elles semblent être, avait-elle dit, tendant vers lui des mains tremblantes. Si seulement tu voulais bien m'écouter. Mais il n'avait pas écouté. Il avait été tellement consumé par la rage et la trahison qu'il avait refusé d'entendre sa version des faits. Il avait quitté leur chambre cette nuit-là et avait dormi dans son bureau, incapable de supporter la vue de son visage. La procédure de divorce avait été rapide et brutale. Les avocats d'Ethan avaient dépeint Amara comme une épouse infidèle, qui ne méritait rien de leur bien commun. Ils avaient gelé les comptes de son cabinet d'architecture, la rendant incapable de gérer son entreprise. Ils avaient systématiquement démantelé la vie qu'elle s'était construite, la laissant avec presque rien. Et Ethan les avait laissés faire. Il s'était dit qu'elle le méritait pour l'avoir trahi, qu'il se protégeait de nouvelles manipulations. Maintenant, il réalisait que c'était lui qui avait été manipulé, par les mensonges soigneusement élaborés de Zoé, pour détruire la chose la plus précieuse de sa vie. Son téléphone vibra. Un texto de Malcolm Reed, son avocat et ami qui était à la réception du mariage et avait entendu parler du drame. « Tu vas bien? De quoi as-tu besoin ?» Ethan fixa le message, pensant à toutes les fois où Malcolm avait remis en question sa décision de divorcer si rapidement d'Amara. « Ça semble rapide, » avait dit Malcolm. « Tu es sûr d'avoir une vue d'ensemble ?» Mais Ethan avait été si certain, si convaincu de la culpabilité d'Amara, qu'il avait rejeté les inquiétudes de Malcolm comme un optimisme naïf. Maintenant,
Il se demandait à quoi sa vie aurait pu ressembler s'il avait écouté les conseils de son ami, s'il avait pris le temps d'enquêter plus attentivement sur les photos, s'il avait fait confiance à sa femme au lieu de son orgueil blessé. Il répondit, « J'ai besoin que tu annules tout ce que nous avons fait lors du divorce. Chaque gel de compte, chaque saisie de biens, chaque action en justice. J'ai besoin que tu t'assures qu'Amara obtienne tout ce à quoi elle a droit, et plus encore. » La réponse de Malcolm fut immédiate. « Que s'est-il passé? J'ai détruit la vie d'une femme innocente sur la base de mensonges, tapa Ethan, et je dois trouver un moyen de réparer ça. » De retour dans la chambre d'hôpital, Amara était allongée dans l'obscurité, la main posée sur son ventre, sentant le bébé bouger avec agitation à l'intérieur d'elle. La confrontation avec Zoé l'avait laissée émotionnellement épuisée, mais aussi étrangement soulagée. Pendant 6 mois, elle avait porté le poids des accusations d'Ethan, sachant que l'homme qu'elle aimait la croyait capable de trahison. Maintenant, elle connaissait la vérité, son manque de confiance n'était pas fondé sur quelque chose de réel, mais sur des mensonges soigneusement construits pour détruire leur mariage. Cela n'excusait pas son refus d'écouter ses explications, mais cela expliquait la dévastation dans ses yeux cette dernière nuit, la façon dont il l'avait regardée comme si elle était une étrangère. « Vous allez bien, mademoiselle Johnson ?» demanda le docteur Ansley en entrant dans la chambre pour voir sa patiente. « Votre rythme cardiaque est élevé. Je digère des nouvelles difficiles, » dit doucement Amara. « Le père du bébé vient d'apprendre que notre mariage s'est terminé à cause des mensonges de quelqu'un d'autre. » Le docteur Ansley hocha la tête avec sympathie. « Ce doit être bouleversant pour vous deux. Êtes-vous inquiète de sa réaction à la grossesse? » Amara réfléchit à la question. « Je ne sais plus à quoi m'attendre. Pendant des mois, je me suis préparé à élever cet enfant seul. Maintenant, tout a changé. Mais je ne sais pas si ça a changé au point de compter. »« Qu'est-ce qui compterait pour vous ?» demanda doucement le médecin. « La confiance, » dit Amara sans hésitation. « La capacité de croire qu'il ne nous abandonnera pas à nouveau dès que quelqu'un sèmera le doute dans son esprit. Ce bébé mérite un père qui se battra pour elle, pas quelqu'un qui s'en ira quand les choses se compliqueront. » Le docteur Ansley lui serra la main. « C'est une attente raisonnable. Et pour ce que ça vaut, je l'ai vu faire les 100 pas dans les couloirs ce soir. Quelles que soient les erreurs qu'il a commises dans le passé, son inquiétude pour vous et le bébé semble authentique. » Ethan revint et trouva la chambre d'Amara sombre, à l'exception de la douce lueur des équipements de surveillance. Il frappa doucement à l'encadrement de la porte, et elle se tourna vers le son. « Entre, » dit-elle doucement. Il s'approcha du lit avec précaution, incertain de son accueil après tout ce qui s'était passé. « Je t'ai apporté quelque chose, » dit-il en posant un sac de la boutique de cadeaux de l'hôpital sur la table de chevet. « Des vêtements confortables pour quand tu sortiras. Je me suis dit que l'uniforme de traiteur ne serait pas. Je me suis dit que tu voudrais peut-être porter autre chose. » Cette petite gentillesse fit monter les larmes aux yeux d'Amara. « Merci. » Ils restèrent assis en silence pendant plusieurs minutes, le poids des mots non dits pesant lourdement entre eux. Finalement, Ethan trouva sa voix. « Je t'ai laissé tomber, » dit-il simplement. « De toutes les manières qu'un mari peut laisser tomber sa femme. Je t'ai laissé tomber. Je ne t'ai pas fait confiance. Je ne t'ai pas protégé. Je ne me suis pas battu pour nous quand notre mariage était attaqué. » Amara étudia son visage dans la pénombre. « Pourquoi ne m'as-tu pas laissé t'expliquer pour les photos ?» Ethan ferma les yeux, se souvenant de cette nuit affreuse. « Parce que j'étais terrifié. Parce que te perdre était la pire chose que je pouvais imaginer. Et si je te laissais t'expliquer, je devrais peut-être affronter la possibilité que tu disais la vérité, et que je nous détruisais pour rien. Alors tu as choisi de croire le pire. J'ai choisi d'arracher le pansement d'un coup sec plutôt que de mourir. Point d'une mort lente en me demandant si tu m'aimais ou si tu n'étais qu'une très bonne actrice. » La voix d'Ethan se brisa. « Je pensais que ça ferait moins mal de te détester que de vivre dans l'incertitude. »« Mais tu ne m'as pas détesté, » observa Amara. « Tu as épousé Zoé. » Ethan passa ses mains dans ses cheveux. « J'ai épousé Zoé parce qu'elle me semblait sûre. Parce qu'elle ne me donnait pas l'impression que mon cœur allait exploser chaque fois qu'elle entrait dans une pièce. Parce que je pensais qu'aimer quelqu'un moins signifierait moins de souffrance si je le perdais. Et ça a marché ?» Ethan la regarda. La regarda vraiment. Observant l'épuisement dans ses yeux. La manière défensive dont elle tenait son corps. La main protectrice sur leur enfant. « Non,
Ça a juste signifié que je vivais une demi-vie pendant que tu luttais seul avec notre bébé. Amara bougea dans le lit d'hôpital, essayant de trouver une position confortable. Qu'est-ce qui se passe maintenant, Ethan? Zoé a avoué avoir détruit notre mariage. Mais ça n'annule pas les dégâts. Ça n'efface pas le fait que quand j'avais besoin que tu me fasses confiance, tu as choisi de croire des mensonges à la place. Je sais, dit doucement Ethan. Je sais que je ne peux pas annuler ce que je t'ai fait. À nous. Mais Amara, je te demande une chance de prouver que j'ai appris de mes erreurs. Je demande l'opportunité d'être le père que notre fille mérite. Notre fille? La voix d'Amara était douce de surprise. Si tu me laisses l'être. Si tu penses que je peux gagner le droit de faire partie de sa vie. Ethan se pencha légèrement en avant. Je sais que je n'ai plus aucun droit sur toi. Je sais que j'ai détruit tout droit que j'avais à ton amour ou à ta confiance. Mais ce bébé est innocent de mes erreurs. Et elle mérite d'avoir un père qui l'aimera inconditionnellement. Amara sentit le bébé donner un coup au son de la voix d'Ethan, comme si elle répondait déjà à son père. Elle bouge chaque fois que tu parles, dit-elle doucement. Même dans mon ventre, elle semble te connaître. Les yeux d'Ethan s'emplirent de larmes. Puis-je? Ce serait d'accord si je... Amara hésita un instant, puis hocha la tête. Ethan approcha sa chaise du lit et posa doucement sa main sur son ventre. Presque immédiatement, le bébé donna un autre coup, son petit pied pressant contre sa paume à travers la peau d'Amara. Elle est forte, murmura Ethan, plein d'émerveillement. Il le faut bien, répondit Amara. Elle va naître dans une situation compliquée. Ethan garda sa main sur son ventre, sentant sa fille bouger sous son contact. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué à ce que deux parents l'aiment et veuillent le meilleur pour elle? Le fait que ces deux parents ne se font plus confiance, dit honnêtement Amara. Le fait que l'un d'eux a détruit leur relation et que l'autre a appris à vivre sans lui. Ils restèrent ainsi un long moment, la main d'Ethan sur le ventre d'Amara, sentant leur fille bouger et donner des coups. C'était intime, douloureux et plein d'espoir à la fois, un aperçu de ce qu'aurait pu être leur vie si les mensonges de Zoé ne les avaient pas déchirés. Je rêve d'elle parfois, dit doucement Amara, de son apparence, de la personne qu'elle deviendra. Dans mes rêves, elle a tes yeux et ton caractère têtu. Dans mes rêves, elle a ton cœur et ton esprit brillant, répondit Ethan, bien que je n'ai commencé à faire ces rêves que ce soir. Qu'est-ce qui a changé ce soir? Ethan la regarda, son expression empreinte d'une émotion brute. Ce soir, j'ai réalisé que j'ai traversé les 6 derniers mois comme un somnambule. Ce soir, je me suis souvenu de ce que c'était que de se soucier de quelqu'un plus que de se protéger de la douleur. Amara absorba cela, sentant la vérité de ses paroles dans la façon dont sa main tremblait légèrement contre sa peau. J'ai peur, Ethan. De quoi? D'espérer à nouveau, de me laisser croire que nous pourrions peut-être retrouver notre chemin l'un vers l'autre, de te confier l'avenir de notre fille alors que tu as prouvé que tu pouvais nous abandonner. Ethan hocha la tête, comprenant parfaitement sa peur. J'ai peur aussi. J'ai peur d'avoir trop endommagé notre relation pour la réparer, que tu ne puisses jamais me pardonner et que je passe le reste de ma vie à savoir que j'ai détruit la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. L'aveu de Zoé avait brisé les fondations de tout ce qu'Ethan pensait savoir des 6 derniers mois, mais il avait aussi ouvert une porte vers un avenir qu'il croyait perdu à jamais. Assis à côté du lit d'hôpital d'Amara, sentant sa fille donner des coups contre sa paume, il réalisa que le plus difficile ne serait pas d'apprendre à faire confiance à nouveau. Ce serait de prouver qu'il méritait d'être digne de confiance. Le poids de la vérité était lourd, mais il était aussi libérateur. Pour la première fois en 6 mois, Ethan ne vivait pas dans un mensonge. Il ne prétendait pas aimer quelqu'un qu'il n'aimait pas, ne construisait pas un avenir sur de fausses fondations, n'essayait pas de se convaincre que la sécurité valait mieux que la réalité. Il était exactement là où il devait être, à côté de la femme qui avait toujours été sa moitié, sentant le mouvement de l'enfant qu'ils avaient créé ensemble, faisant face à un avenir incertain mais honnête. Ce ne serait pas facile. La confiance, une fois brisée, est difficile à reconstruire. L'amour, une fois endommagé, nécessite des soins attentifs pour guérir. Mais alors que leur fille donnait des coups contre sa main, comme pour bénir cette timide reconnexion, Ethan s'autorisa à espérer que peut-être, juste peut-être, certaines erreurs pourraient être pardonnées, et certains dommages pourraient être réparés. La vérité les avait libérés des mensonges de Zoé, mais maintenant, ils devaient découvrir s'ils pouvaient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Chapitre 6, tentative désespérée. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la révélation de la nuit de noces,
et Ethan se sentait comme un homme essayant de résoudre une équation impossible. Comment s'excuser d'avoir détruit la vie de quelqu'un? Comment reconstruire la confiance quand on s'est montré indigne d'elle? Comment obtenir le pardon quand ses erreurs ont causé des mois de souffrance? Il avait commencé petit, ou ce qu'il pensait être petit. Le matin après la sortie d'Amara de l'hôpital, Ethan lui fit livrer le plus bel arrangement floral dans son minuscule studio. Des roses blanches et du gypsophile, les mêmes fleurs qu'elle portait à leur mariage 3 ans plus tôt. Elles lui furent retournées cet après-midi-là avec un mot. « S'il te plaît, n'insulte pas mon intelligence. » Agis. Le rejet le piqua, mais Ethan le comprit. Les fleurs n'allaient pas réparer ce qu'il avait brisé. Les grands gestes n'allaient pas effacer les mois de douleur qu'il avait causés. Mais il ne savait pas comment commencer autrement, comment lui montrer qu'il était sincère dans son désir de se faire pardonner. La semaine suivante, Ethan découvrit que les factures médicales du séjour d'Amara à l'hôpital avaient été envoyées au recouvrement, son assurance avait expiré quand elle avait perdu son emploi, et la visite aux urgences avait créé une dette qu'elle ne pouvait absolument pas payer avec son salaire de serveuse. Ethan paya les factures immédiatement, puis s'arrangea pour couvrir tous ses frais de soins prénatals et d'accouchement. Mais lorsque le docteur Lila Ansley mentionna le bienfaiteur anonyme lors du rendez-vous suivant d'Amara, la réaction de celle-ci fut rapide et furieuse. Elle arriva au bureau d'Ethan cet après-midi-là, portant encore son uniforme de traiteur d'un déjeuner, son ventre de femme enceinte bien visible sous le polo noir. L'assistante d'Ethan, Sophia Bennett, tenta de l'arrêter. Mais Amara la bouscula et entra d'un pas décidé dans le bureau d'angle d'Ethan. « Tu ne peux pas racheter ta place dans ma vie, dit-elle sans préambule, jetant un chèque de banque sur son bureau en acajou. Voilà ton argent, chaque centime. » Ethan regarda le chèque tout son compte d'épargne, à en juger par le montant et sentit son cœur se briser un peu plus. « Amara, tu as besoin de cet argent. Le bébé a besoin de soins médicaux appropriés. » « Mon bébé recevra des soins médicaux appropriés grâce au programme de l'État auquel j'ai droit, répliqua-t-elle glacialement. Ce dont elle n'a pas besoin, c'est d'un père qui pense pouvoir acheter le pardon comme une marchandise. Je n'essaie pas d'acheter le pardon, dit Ethan en se levant de derrière son bureau. J'essaie d'assumer la responsabilité de la situation dans laquelle je t'ai mise. Si je n'avais pas détruit ta carrière, tu n'aurais pas besoin d'aide financière. Et si tu m'avais fait confiance, nous n'aurions pas cette conversation du tout. Les yeux d'Amara brillaient de colère et de blessure. Tu as fait un choix, Ethan. Tu as choisi de croire des mensonges plutôt que la femme que tu prétends aimer. Tu n'as pas le droit d'apaiser ta culpabilité en jetant de l'argent sur les conséquences. Elle se tourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Arrête d'essayer de réparer ça avec des gestes, Ethan. Ce qui est brisé entre nous ne peut pas être résolu avec des fleurs et des chèques. Désespéré de trouver un moyen de se connecter avec elle, Ethan commença à fréquenter le café où Amara travaillait le matin. Brood Awakening était un petit endroit intime à Soho, le genre de lieu de quartier qui survivait grâce aux habitués et au bon café plutôt qu'au soutien d'une entreprise. Ethan commandait un simple café noir et s'asseyait à une table d'angle, travaillant sur son ordinateur portable tout en jetant des regards furtifs à Amara alors qu'elle se déplaçait entre les clients. Elle était gracieuse même enceinte, ses mouvements économiques et efficaces. Elle souriait aux clients réguliers, se souvenant de leurs commandes et demandant des nouvelles de leur famille, créant ce genre d'atmosphère communautaire chaleureuse qui faisait du café un foyer. Mais elle n'a jamais reconnu la présence d'Ethan. Elle prenait sa commande avec une politesse professionnelle, préparait son café avec une efficacité parfaite et le lui tendait sans croiser son regard. C'était comme s'il était invisible pour elle, juste un autre client anonyme dans sa routine quotidienne. « Tu sais qu'elle sait que tu es là, » dit Elena Martinez, la propriétaire du café, en s'asseyant en face d'Ethan un matin. Elle n'est pas inconsciente de ta présence. Ethan leva les yeux de son ordinateur, surpris par sa franchise. Je prends juste un café. Tous les matins depuis 2 semaines, même table, même commande, même regard plein d'espoir dans sa direction. Elena sourit d'un air entendu. Vous êtes l'ex-mari d'Amara, celui qui lui a brisé le cœur. Ethan grimaça devant cette évaluation brutale. Est-ce que c'est si évident? Pour quelqu'un qui l'a vu essayer de se reconstruire au cours des 6 derniers mois. Oui. Elena l'étudia avec les yeux perspicaces de quelqu'un qui avait vu beaucoup de drames humains dans son petit café. C'est une femme bien, vous savez. L'une des meilleures personnes que j'ai jamais employées. Quoi qu'il se soit passé entre vous deux, elle ne méritait pas de finir à joindre les deux bouts avec un salaire minimum en étant enceinte.
Je sais, dit doucement Ethan. J'essaie de réparer les choses. Essayez-vous de réparer les choses, ou essayez-vous de vous sentir mieux après les avoir mal faites en premier lieu? La question hanta Ethan pendant des jours. Sa quête d'Amara était-elle vraiment pour ses besoins, ou pour sa propre culpabilité et ses regrets? Essayait-il de reconstruire leur relation pour elle et leur fille, ou parce qu'il ne pouvait pas vivre avec la connaissance de ce qu'il avait détruit? Il obtint sa réponse un jeudi soir pluvieux quand il vit Amara glisser sur le trottoir mouillé devant son immeuble. Elle portait des provisions et luttait avec un parapluie, son ventre de femme enceinte rendant son équilibre précaire. Quand ses pieds se dérobèrent sous elle, le cœur d'Ethan s'arrêta. Il était sorti de sa voiture et courait avant même de réaliser qu'il l'avait suivie chez elle depuis le travail, une habitude qu'il développait et qui frisait le harcèlement. Au moment où il l'atteignit, Amara était assise sur le trottoir, les provisions éparpillées autour d'elle, la pluie trempant sa veste. « Tu es blessé ?» Ethan tomba à genoux à côté d'elle, ses mains planant avec incertitude. « Le bébé ? Le bébé va bien ? » « Je vais bien, » dit Amara, mais sa voix était tremblante. Juste embarrassé. « Laisse-moi t'aider, » dit Ethan en ramassant les provisions éparpillées. « Ne fais pas ça. » Le mot était sec, final. Amara se releva péniblement sans accepter sa main tendue, sa dignité intacte malgré la pluie et la chute. « Ne m'aide pas, Ethan. Ne me suis pas. Ne rôde pas devant mon lieu de travail ou mon immeuble. » Je ne rôdais pas. Comment appellerais-tu ça? Les yeux d'Amara brillèrent de colère. Tu penses que je ne te vois pas là? Tu penses que je ne remarque pas ta voiture garée en face du café tous les matins ou devant l'entreprise de nettoyage les après-midi? Ethan sentit la chaleur monter à ses joues. Je voulais m'assurer que tu étais en sécurité. Je me suis occupé de moi-même pendant 6 mois, répondit Amara en ramassant ses provisions. J'ai réussi à survivre à la perte de mon mariage, de mon entreprise et de ma réputation sans ta protection. Je pense que je peux gérer un escalier et un trottoir. Ce week-end-là, la rencontre d'Ethan avec un homme âgé en fauteuil roulant devant le muséum d'histoire naturelle changea complètement sa perspective. Le monsieur avait fait tomber son portefeuille, et Ethan l'avait ramassé, puis avait proposé de pousser son fauteuil roulant sur la ramperette du musée. « Très gentil de votre part, mon garçon, » dit Walter Freeman, dont la voix riche portait la chaleur d'une gratitude sincère. Peu de gens prennent le temps pour les étrangers de nos jours. C'est un plaisir, répondit Ethan, surpris de voir à quel point la gentillesse semblait naturelle quand elle n'était pas motivée par la culpabilité ou l'attente. Alors qu'ils étaient assis sur un banc devant le musée, Walter nourrissant les pigeons pendant qu'il parlait, Ethan se surprit à partager son histoire avec une honnêteté qui l'étonna. Il y avait quelque chose dans la douce sagesse du vieil homme qui invitait à la confession. Ce n'est que lorsque Walter mentionna sa brillante nièce architecte, qui avait également connu la trahison, qu'Ethan réalisa l'ironie cosmique de demander conseil à l'oncle bien-aimé d'Amara. « Vous êtes Walter Freeman, » dit lentement Ethan, la reconnaissance se faisant jour. L'oncle Walter d'Amara. Le vieil homme sourit tristement. « Je me demandais si vous alliez le comprendre. Elle a parlé de vous, vous savez. Même après tout. Même à travers toute la douleur, elle n'a jamais cessé de vous aimer. » Ethan quitta sa conversation avec Walter, se sentant comme si on lui avait donné une carte pour un territoire qu'il ne savait pas comment naviguer. Ce soir-là, il s'assit dans son penthouse vide. Zoé avait déménagé immédiatement après l'aveu de la nuit de noces, n'emportant que ses effets personnels et regarda vraiment sa vie pour la première fois depuis des mois. Il avait été si concentré sur sa tentative de reconquérir Amara qu'il n'avait pas examiné son propre rôle dans leur destruction. Oui, Zoé avait menti et manipulé, mais elle n'avait réussi que parce qu'Ethan était susceptible à sa manipulation. Elle avait joué sur ses insécurités, ses peurs, son incapacité à faire entièrement confiance en amour. Ethan pensa à l'homme qu'il avait été pendant son mariage avec Amara. Réussi, confiant, mais aussi sur ses gardes. Il l'avait aimée désespérément, mais sous cet amour se cachait une peur constante de la perdre. Cette peur l'avait rendu vulnérable aux mensonges de Zoé car, au fond de lui, il n'avait jamais vraiment cru mériter quelqu'un d'aussi extraordinaire qu'Amara. Son téléphone vibra. Un texto de Malcolm. « Comment tiens-tu le coup? Des progrès avec Amara ?» Ethan fixa le message un long moment avant de répondre. « Je me posais la mauvaise question. Il ne s'agit pas de progrès avec elle. Il s'agit de progrès avec moi-même. » « Qu'est-ce que tu veux dire? » « Je veux dire,
Je dois comprendre pourquoi j'ai été si prompt à croire le pire de quelqu'un que je prétendais aimer inconditionnellement. Je dois comprendre ce qui m'a rendu capable de détruire quelque chose de précieux parce que j'avais peur de le perdre. La réponse de Malcolm fut immédiate. On dirait du jargon de psy. Ethan rit, se surprenant lui-même. Peut-être. Peut-être que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Le lendemain matin, au lieu d'aller à Brood Awakening pour regarder Amara avec espoir pendant qu'elle l'ignorait, Ethan appela le docteur Vanessa Caldwell, une thérapeute spécialisée dans les relations et les problèmes de confiance. S'il voulait avoir une chance d'être digne du pardon d'Amara, il devait comprendre et changer les parties de lui-même qui avaient rendu leur destruction possible. Il ne s'agissait plus de grands gestes. Il ne s'agissait plus de fleurs, d'argent ou de protection planante. Il s'agissait de devenir un homme à qui on pouvait confier des choses précieuses, un homme qui pouvait aimer sans peur, qui pouvait se battre pour ses relations au lieu de les fuir quand elles devenaient compliquées. Alors qu'Ethan était assis dans la salle d'attente pour son premier rendez-vous de thérapie, il réalisa que c'était la première chose qu'il avait faite depuis l'aveu de Zoé qui ne concernait pas vraiment Amara du tout. C'était à propos de lui, de réparer les parties brisées en lui qui l'avaient rendu vulnérable au mensonge et à la suspicion. C'était le début d'une poursuite différente, non pas courir après quelqu'un qu'il avait perdu, mais courir après l'homme qu'il devait devenir, l'homme qui pourrait un jour être digne d'une seconde chance. Pendant ce temps, Amara avait entendu parler de la gentillesse d'Ethan envers Walter Freeman, son oncle bien-aimé, lors d'un des appels téléphoniques de Walter. Elle s'assit dans son petit appartement ce soir-là, une main sur son ventre, essayant de concilier l'homme qui avait montré une telle gentillesse irréfléchie à un étranger avec l'homme qui avait refusé de lui faire confiance quand elle en avait le plus besoin. Peut-être, pensa-t-elle, les gens étaient capables de changer. Peut-être était-il possible d'apprendre de ces erreurs dévastatrices. Peut-être que l'amour pouvait être reconstruit sur des fondations plus solides que la première fois. Mais c'étaient des pensées dangereuses pour une femme qui avait appris à vivre sans espoir, et Amara les repoussa avant qu'elles ne puissent prendre racine dans son cœur soigneusement gardé. Chapitre 7, une vie qui grandit, une distance qui se creuse alors que l'automne peignait la ville dans des tons d'or et de cramoisis, la grossesse d'Amara progressait vers son 8e mois. Son ventre était devenu rond et proéminent, rendant même les tâches simples difficiles. Mais elle ne s'était jamais sentie aussi déterminée à prouver son indépendance. Chaque matin, elle se tenait devant le miroir de sa petite salle de bain, regardant son corps changer et s'émerveillant de la vie qui grandissait en elle. « Bonjour, ma petite. » Elle murmurait à son reflet, ses mains traçant la courbe de son ventre. « Un autre jour, juste toi et moi. » Le bébé était devenu plus actif récemment, répondant aux sons et aux mouvements avec des coups de pied et des étirements qui coupaient parfois le souffle à Amara. Elle avait commencé à parler régulièrement à sa fille, lui décrivant le monde extérieur, partageant ses espoirs et ses craintes pour leur avenir ensemble. « Ton papa est quelque part dehors, » disait-elle pendant les moments calmes avant de s'endormir. « Il essaie de retrouver son chemin vers nous, mais je ne sais pas si je devrais le laisser faire. »« Qu'en penses-tu, ma chérie ? Les gens changent-ils vraiment ?» Ethan, en effet, avait essayé de changer. Bien qu'Amara ne soit pas au courant de l'étendue de ses efforts, depuis un mois, il voyait le docteur Vanessa Caldwell 2 fois par semaine, plongeant profondément dans les schémas psychologiques qui l'avaient rendu susceptible à la manipulation de Zoé. « Parlez-moi du mariage de vos parents, » dit le docteur Caldwell lors d'une séance particulièrement difficile. Ethan bougea inconfortablement dans le fauteuil en cuir. « Qu'est-ce que ça a à voir avec quoi que ce soit ? Faites-moi plaisir. » Ethan pensa à son enfance, à la maison élégante mais froide où l'amour s'exprimait par la réussite plutôt que par l'affection. Mon père travaillait constamment. Ma mère gérait le calendrier social et les œuvres de charité. Ils étaient cordiaux l'un envers l'autre, respectueux, mais je ne les ai jamais vus vraiment se connecter émotionnellement. Et comment cela a-t-il affecté votre compréhension de l'amour ? Je suppose que j'ai appris que l'amour était quelque chose que l'on pouvait perdre si on n'était pas prudent, qu'il était conditionnel, basé sur la performance plutôt que sur l'acceptation inconditionnelle. Ethan s'arrêta, la prise de conscience le frappant comme un coup physique. Je n'ai jamais vraiment cru qu'Amara pouvait m'aimer juste pour qui j'étais. J'attendais toujours qu'elle réalise qu'elle pouvait trouver mieux. Alors, quand Zoé vous a présenté des preuves de trahison, cela a confirmé ce que vous craignez déjà, termina doucement le docteur Caldwell. Que je n'étais pas suffisant pour la garder. Le docteur Caldwell hocha la tête. Les décisions fondées sur la peur mènent rarement aux résultats que nous souhaitons. Quand vous avez confronté Amara avec ces photos, cherchiez-vous la vérité ou la confirmation de vos peurs ?
La question hanta Ethan pendant des jours. Il réalisa qu'il n'avait jamais vraiment voulu entendre l'explication d'Amara sur les photos parce qu'il avait été terrifié que son explication l'oblige à faire entièrement confiance, chose qu'il n'avait jamais apprise à faire. Pendant ce temps, le monde d'Amara s'était stabilisé dans une routine qui n'incluait pas la présence d'Ethan. Elle avait cessé de s'attendre à le voir apparaître au café ou devant son immeuble. Elle avait supposé que ses tentatives de réconciliation étaient motivées par la culpabilité plutôt que par un amour sincère, et son absence semblait confirmer ses soupçons. Elle travaillait le matin à Broad Awakening, passait les après-midi à nettoyer des immeubles de bureaux et acceptait des contrats de traiteur le soir quand son énergie le lui permettait. Le travail était épuisant, mais il lui donnait un sentiment de but et d'indépendance dont elle avait désespérément besoin. « Tu es radieuse aujourd'hui », observa Elena Martinez alors qu'Amara préparait la première cafetière du matin. L'éclat de la grossesse n'est pas une blague. Amara sourit, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Elle a été très active ces derniers temps. Je pense qu'elle est excitée à l'idée de découvrir le monde. Des nouvelles du père, demanda prudemment Elena. Elle était devenue protectrice envers Amara au fil des mois, témoin de sa lutte pour reconstruire sa vie. Non, répondit Amara, essayant de garder une voix neutre. Et c'est probablement mieux ainsi. Nous sommes mieux sans les complications. Mais même en prononçant ces mots, Amara ressentit une pointe de tristesse. Malgré tout ce qui s'était passé, malgré la trahison, le divorce et les mois de silence, Ethan lui manquait toujours. La façon dont il posait sa main sur son ventre quand ils étaient allongés ensemble dans leur lit, rêvant de leur futur enfant, lui manquait. Sa voix lisant à haute voix des livres sur la grossesse, son enthousiasme pour chaque étape et chaque développement lui manquait. Ce qu'Amara ne savait pas, c'est qu'Ethan avait suivi des cours de préparation à la naissance dans le même hôpital où elle recevait ses soins. Il s'asseyait au dernier rang du cours de préparation à l'accouchement, apprenant le travail et l'accouchement, prenant des notes sur les techniques de respiration et les mesures de confort, se préparant à une naissance à laquelle il ne serait peut-être pas invité. Premier enfant, demanda Béatrice Sullivan, l'infirmière qui donnait le cours, lors d'une pause un soir. Oui, répondit Ethan, puis il se corrigea. Peut-être. C'est compliqué. Béatrice avait vu de nombreuses situations familiales compliquées au cours de ses 20 ans de carrière en obstétrique. L'important est que vous vous prépariez à être un soutien. Peu importe ce que cela signifie dans votre situation spécifique. Ethan hocha la tête, regardant les autres couples s'entraîner aux exercices de respiration et aux techniques de massage. Ils semblaient tous si unis dans leur attente, si sûrs de leur partenariat. Il enviait leur certitude, leur excitation partagée, leur capacité à aborder la parentalité en équipe. « Et si la mère ne veut pas de moi là-bas » demanda doucement Ethan. « Alors vous respectez ses souhaits et trouvez d'autres moyens de vous impliquer » répondit Béatrice. La naissance est une expérience incroyablement vulnérable pour les femmes. Le plus important est qu'elles se sentent en sécurité et soutenues, même si ce soutien ne vient pas directement de vous. Un soir de fin octobre, Amara rentrait chez elle de son travail de nettoyage de l'après-midi quand la première douleur aiguë lui saisit le bas du dos. Elle s'arrêta contre un mur d'immeuble, sa main se posant instinctivement sur son ventre en attendant que la sensation passe. Contraction de Braxton Hicks, se dit-elle fermement. Le docteur Ansli l'avait prévenu des contractions d'entraînement dans les dernières semaines, mais alors qu'elle continuait à marcher, les douleurs devinrent rythmiques, insistantes, impossibles à ignorer. Au moment où elle monta les 3 étages jusqu'à son appartement, Amara avait du mal à reprendre son souffle. Chaque contraction ressemblait à un étau se resserrant autour de sa taille, et la peur commença à monter. À 34 semaines, le bébé n'était pas prêt. Ça ne pouvait pas arriver. Pas seul, pas comme ça. Dans son petit studio, elle essaya de se distraire avec la télévision, mais les contractions survenaient maintenant toutes les quelques minutes, duraient plus longtemps et devenaient plus fortes. Quand elle appela la ligne d'urgence du docteur Ansli, l'infirmière de garde lui dit de venir à l'hôpital immédiatement. Ça pourrait être un début de travail, expliqua l'infirmière. À 34 semaines, nous voulons vous surveiller de près, vous et le bébé. Amara raccrocha et regarda son appartement vide. Elle s'était préparée à ce moment pendant des mois, mais elle avait toujours imaginé qu'elle aurait plus de temps, plus de préavis. Son sac d'hôpital était prêt, mais elle n'avait personne à appeler, personne pour la conduire à l'hôpital. Elle pensa brièvement à appeler Ethan. Il était toujours techniquement le père, avait toujours le droit de savoir si leur fille naissait prématurément, mais l'idée de le contacter dans son moment de vulnérabilité était plus effrayante que d'affronter le travail seul. Au lieu de cela,
Amara appela un taxi et se rendit seule à l'hôpital Merci Général. Les urgences étaient bondées, mais on la tria rapidement en voyant son état. En quelques minutes, elle était dans une salle de travail et d'accouchement, connectée à des moniteurs qui suivaient ses contractions et le rythme cardiaque du bébé. Votre petite montre quelques signes de détresse, expliqua le docteur Ansley en étudiant les bandes du moniteur. Nous allons vous donner des médicaments pour essayer d'arrêter les contractions et vous garder en observation. Amara hocha la tête, essayant de rester calme malgré la peur qui montait en elle. 34 semaines, c'était pas dangereusement tôt, mais assez tôt pour causer des complications. Les poumons du bébé pourraient ne pas être complètement développés. Il pourrait y avoir des difficultés d'alimentation, des problèmes de régulation de la température, une multitude de problèmes qui pourraient affecter la santé de sa fille. Y a-t-il quelqu'un que nous devrions appeler, demanda Lila Wong, l'infirmière de la salle de travail. Le père, un membre de la famille? Non, dit rapidement Amara. Il n'y a personne. Mais même en le disant, elle faisait face à l'un des moments les plus importants de sa vie, complètement seule, sans personne pour lui tenir la main ou la rassurer que tout irait bien. À l'insu d'Amara, Ethan était à l'hôpital ce même soir, participant à une visite de la maternité dans le cadre de son cours de préparation à l'accouchement. Alors que le groupe traversait les couloirs, apprenant les procédures de l'hôpital et les politiques de visite, Ethan ressentit un mélange d'excitation et d'appréhension. C'est ici que sa fille naîtrait. C'étaient les chambres où il espérait la rencontrer pour la première fois, la tenir dans ses bras et l'accueillir dans le monde. Mais il n'avait aucune garantie qu'il serait le bienvenu lorsque ce moment arriverait. La chose la plus importante à retenir, disait Béatrice au groupe, est que la naissance est imprévisible. Le travail peut commencer soudainement, se dérouler rapidement ou lentement, et nécessiter des modifications de votre plan de naissance. La clé est de rester flexible et concentré sur la santé de la mère et du bébé. Ethan se surprit à penser à Amara, se demandant si elle avait un plan de naissance, si elle avait quelqu'un pour défendre ses besoins pendant le travail, si elle avait peur d'affronter l'accouchement seule. L'idée qu'elle traverse cette expérience sans soutien lui serra la poitrine de regret et d'inquiétude. Alors que le groupe de visite passait devant la zone de triage, Ethan aperçut une silhouette familière être transportée dans une salle de travail. Son cœur s'arrêta en reconnaissant le profil d'Amara, ses tresses distinctives, son ventre de femme enceinte recouvert d'une blouse d'hôpital. « Excusez-moi, dit-il à Béatrice, s'éloignant du groupe. Je dois. Il y a une urgence. » Il suivit la direction du fauteuil roulant d'Amara, mais au moment où il atteignit le service de travail et d'accouchement, les portes s'étaient refermées et il fut arrêté par les protocoles de sécurité. Les visiteurs avaient besoin de la permission des patients pour entrer dans le service, et Ethan n'avait aucun moyen de savoir si Amara voudrait le voir. Il passa les heures suivantes dans la salle d'attente de l'hôpital, faisant les 100 pas et vérifiant auprès du bureau d'information toutes les quelques minutes. Le personnel ne pouvait pas lui donner de détails sur l'état d'Amara en raison des réglementations sur la confidentialité, mais ils confirmèrent qu'elle était une patiente dans le service de maternité. Ethan appela Malcolm, ayant besoin de parler à quelqu'un, de quelqu'un pour l'aider à décider quoi faire. « Elle est en travail ?» demanda Malcolm, sa voix vive d'inquiétude. « Je crois. Ou peut-être un travail prématuré qu'ils essaient d'arrêter. » Je ne sais pas. Ethan passa ses mains dans ses cheveux. Je l'ai vue être admise, mais je ne peux obtenir aucune information car je ne suis pas répertorié comme son contact d'urgence. Tu veux que je vienne? Non. Oui. Je ne sais pas ce que je veux. Ethan s'effondra dans un fauteuil de la salle d'attente. Et si quelque chose tournait mal, Malcolm? Et si je les perdais toutes les deux avant d'avoir une chance de réparer les choses? Alors tu vivras avec ce regret pour le reste de ta vie, dit crûment Malcolm. Mais en ce moment, elles sont toutes les deux en vie, et tu as une chance d'être là pour elles. La question est de savoir si tu vas respecter le besoin d'espace d'Amara, ou t'immiscer dans une situation où tu n'es peut-être pas le bienvenu. Ethan y réfléchit, pensant aux enseignements du docteur Caldwell sur l'amour désintéressé par rapport aux besoins égoïstes. Son désir d'être présent visait-il à soutenir Amara, ou était-ce à propos de son propre besoin de se sentir impliqué et important? Je vais rester, décida-t-il. Pas pour forcer mon entrée dans sa chambre, mais pour être ici au cas où elle aurait besoin de quelque chose, au cas où il y aurait une urgence et que quelqu'un doive prendre des décisions concernant notre fille. C'est la bonne décision, dit Malcolm. Et Ethan, quoi qu'il arrive ce soir, tu es déjà un meilleur père que tu ne l'étais il y a 6 mois. Alors que la nuit avançait, Ethan poursuivit sa veillée dans la salle d'attente,
s'informant périodiquement auprès du poste des infirmières pour toute nouvelle qu'elles étaient autorisées à partager. Vers minuit, il apprit que les contractions d'Amara s'étaient arrêtées et qu'elle se reposait, bien qu'inconfortablement. Il la gardait en observation pour la journée suivante. Un immense soulagement l'envahit. Sa fille resterait en sécurité dans le ventre de sa mère encore un peu, lui donnant plus de temps pour se développer et devenir forte. Amara était stable et hors de danger immédiat. Ethan s'installa dans le fauteuil inconfortable de la salle d'attente, prêt à passer la nuit à l'hôpital. Il n'allait pas s'immiscer dans le rétablissement d'Amara, mais il serait là, prêt à aider si elle avait besoin de quoi que ce soit, prêt à les soutenir tous les deux de la manière la plus appropriée. Pour la première fois depuis des mois, Ethan sentit qu'il était exactement là où il devait être, non pas à poursuivre ou à faire pression, non pas à essayer de forcer son retour dans la vie d'Amara, mais simplement à être présent et disponible. C'était un petit pas, mais cela ressemblait à un progrès. Alors que l'aube se levait sur la ville, projetant une douce lumière à travers les fenêtres de la salle d'attente, Ethan somnolait par intermittence dans son fauteuil, rêvant de tenir sa fille pour la première fois, de voir Amara sourire sans l'ombre de la douleur dans ses yeux, de la famille qu'il pourrait encore avoir une chance de devenir. 3 étages au-dessus de lui, Amara était allongée dans son lit d'hôpital, une main sur son ventre silencieux, se demandant si la douleur aiguë dans sa poitrine n'était que de l'anxiété ou si c'était la reconnaissance que, même dans son moment le plus vulnérable, une partie d'elle souhaitait encore qu'Ethan soit là pour lui tenir la main et lui dire que tout irait bien. Chapitre 8, la confrontation finale. Ethan engagea Victor Grayson pour découvrir des preuves irréfutables de la supercherie de Zoé. Après 3 semaines d'enquête, Victor avait compilé un dossier de preuves accablant qui donnerait enfin à Ethan les munitions dont il avait besoin. C'est l'une des entreprises de démolition les plus systématiques sur lesquelles j'ai jamais enquêté, dit Victor en faisant glisser un épais dossier sur son bureau. Mademoiselle Mitchell a documenté ses propres crimes avec une minutie remarquable. Les preuves étaient accablantes, des reçus pour de faux tests de grossesse, des historiques de navigation de l'ordinateur de travail de Zoé, auquel Victor avait légalement accédé via un audit de sécurité de l'entreprise, des relevés bancaires de paiement à Victor lui-même datant de 2 ans plus tôt, lorsque Zoé l'avait engagé pour suivre Amara, et, le plus dévastateur, les dépositions de la sœur de Zoé, Olivia, qui avait finalement accepté de coopérer après avoir vu les autres preuves. Olivia a fourni ses captures d'écran de messages volontairement, expliqua Victor. Elle se sent coupable des mensonges de sa sœur depuis des mois. Une fois qu'elle a vu l'ampleur de la tromperie, elle a décidé de se manifester. Un message, envoyé le lendemain du jour où Ethan avait demandé le divorce, disait « Ça a marché à la perfection ». Il a cru à chaque photo. A est complètement anéanti, et est enfin libre. Maintenant, il ne me reste plus qu'à me positionner comme sa sauveuse et son réconfort. Ethan se sentit mal en lisant les preuves, réalisant toute l'étendue de la trahison de Zoé. Elle ne s'était pas contentée de mentir sur la fidélité d'Amara. Elle avait orchestré une campagne psychologique élaborée conçue pour détruire leur mariage de l'intérieur. Il y a plus, dit Victor en produisant un second dossier. J'ai trouvé les photographies originales qu'elle a truquées. Votre femme rencontrait son cousin Daniel pour planifier une rénovation surprise de votre maison d'enfance. Elle essayait de vous faire une surprise pour votre anniversaire de mariage. Ethan fixa les photographies non retouchées, les voyant clairement pour la première fois. Sans le recadrage soigné et les angles stratégiques de Zoé, il était évident que l'interaction entre Amara et Daniel était familiale, innocente. Le baiser sur la joue qui avait paru si accablant dans la version modifiée était clairement un au revoir anodin entre cousins. Elle voulait me faire une surprise, murmura Ethan, les mots le frappant comme des coups. Elle préparait quelque chose de magnifique pour notre anniversaire, et je l'ai anéanti pour ça. M. Carter, dit doucement Victor, que voulez-vous faire de ces informations? Ethan pensa à Amara, seule dans son petit appartement, enceinte de 8 mois de leur enfant, croyant toujours qu'il l'avait rejetée parce qu'il la pensait infidèle. Elle méritait de connaître la vérité, pas seulement l'aveu de Zoé, qui pouvait être rejeté comme un drame motivé par la culpabilité, mais les preuves froides et tangibles de la campagne systématique menée contre leur mariage. Je dois montrer ça à Amara, dit Ethan, mais pas seul. Elle doit entendre Zoé tout avouer tout en voyant les preuves. Elle doit comprendre que ce qui nous est arrivé n'était pas de sa faute. L'avocat d'Ethan, Malcolm Reed, organisa une confrontation formelle dans son bureau avec une connexion vidéo à l'appartement d'Amara pour qu'elle puisse tout voir sans avoir à se déplacer dans son état. Les preuves furent disposées sur la table de conférence de Malcolm comme les pièces d'un puzzle qui révélait enfin l'image complète. Zoé arriva, l'air vide et défait,
son apparence habituellement soignée remplacée par l'allure débraillée de quelqu'un qui ne dormait pas bien. Le mois passé avait été difficile pour elle. Ethan avait fait annuler leur mariage pour fraude et tromperie, et le scandale social avait détruit sa réputation dans leur cercle. « Merci d'être venu », dit Malcolm formellement. Comme vous le savez, M. Carter a engagé un enquêteur pour examiner certaines incohérences dans les preuves qui ont conduit à son divorce d'avec Amara Johnson. Nous aimerions discuter de ces conclusions avec vous. Sur l'écran de l'ordinateur portable, Amara apparut depuis son appartement, l'air épuisé mais alerte. Sa grossesse était maintenant dans ses dernières semaines, et Ethan pouvait voir la fatigue de porter leur enfant tout en maintenant son emploi du temps professionnel. « Bonjour, Amara », dit Zoé doucement, incapable de croiser son regard, même à travers la connexion vidéo. Zoé, la voix d'Amara était stable, contrôlée. « Je suis ici parce qu'Ethan dit que tu as quelque chose à me dire, quelque chose au-delà de ce que tu as avoué à l'hôpital. » Malcolm présenta méthodiquement les preuves que Victor avait recueillies, lisant à voix haute les messages de Zoé à sa sœur, montrant les reçus des faux tests de grossesse, affichant les photographies originales à côté des versions truquées de Zoé. À chaque nouvelle preuve, Zoé semblait se recroqueviller davantage sur elle-même. La nature élaborée de sa tromperie était mise à nu, révélée comme la campagne de destruction calculée qu'elle avait vraiment été. « Le test de grossesse que vous alliez montrer à Ethan pendant votre lune de miel, » dit Malcolm, brandissant un reçu d'achat d'un site web de farce et attrape spécialisé dans les faux tests de grossesse. Vous aviez prévu de simuler une fausse couche après le mariage, pour vous lier dans un deuil partagé. Zoé hocha la tête misérablement. Oui. Les photographies qui ont convaincu Ethan qu'Amara avait une liaison. Vous avez engagé Victor Grayson pour la suivre, et quand il n'a trouvé aucune preuve de mes faits, vous avez truqué des photos de familles innocentes pour créer l'apparence d'une infidélité. Oui. La correspondance par email qui suggérait qu'Amara prévoyait de quitter Ethan pour un autre homme. Vous avez créé de faux comptes email et forgé toute la conversation. Oui. Sur l'écran de l'ordinateur portable, Amara pleurait, non pas les larmes dramatiques de la dévastation, mais les larmes silencieuses de quelqu'un qui recevait enfin une validation pour sa douleur. Pourquoi? La voix d'Amara s'éleva des haut-parleurs de l'ordinateur, à peine plus qu'un murmure. Nous étions meilleurs amis, Zoé. Je te confiais tout. Je venais te demander conseil sur mes problèmes de mariage. Je t'incluais dans chaque moment important de ma vie. Pourquoi as-tu voulu détruire ça? Zoé regarda enfin la caméra, le visage ravagé par la culpabilité et le dégoût de soi. Parce que c'est moi qui l'ai aimé le premier. Parce que je l'ai rencontré avant toi, et j'ai cru qu'il y avait une connexion entre nous. Parce que quand il t'a rencontré à cette soirée de charité, c'était comme si je devenais invisible. Alors tu as décidé de me rendre invisible à ton tour. Je pensais que si je pouvais juste te faire sortir du tableau, si je pouvais montrer à Ethan que tu n'étais pas digne de son amour, il finirait par voir ce qui était juste devant lui. La voix de Zoé se brisa. Je pensais que je pouvais le faire m'aimer comme il t'aimait. Mais l'amour ne fonctionne pas comme ça, dit Amara, sa main posée sur son ventre. On ne peut pas manipuler quelqu'un pour qu'il nous aime. On ne peut pas détruire sa confiance et s'attendre à ce qu'il se tourne vers nous pour du réconfort. Je le sais maintenant, murmura Zoé. Je le sais depuis votre nuit de noces, depuis que j'ai vu la façon dont Ethan te regardait, allongé dans ce lit d'hôpital. Il ne m'a jamais regardé comme ça, pas une seule fois pendant tous les mois où nous étions ensemble. Ethan était resté silencieux pendant toute la confrontation, laissant Malcolm présenter les preuves et permettant à Amara de poser ses questions. Mais maintenant, il se pencha en avant, s'adressant directement à Zoé. « Tu n'as pas seulement détruit mon mariage, dit-il doucement. Tu as détruit la carrière d'Amara, sa réputation, son estime d'elle-même. Tu l'as laissée se battre pour survivre alors qu'elle était enceinte de mon enfant. Tu m'as rendu complice d'abus émotionnels et financiers envers la femme que j'aimais le plus au monde. Je sais, dit Zoé. Je sais que j'ai détruit tout ce qui était bon et beau parce que j'étais jalouse et égoïste et que je ne supportais pas de ne pas être choisie. Mais le pire, continua Ethan, c'est que tu as presque réussi. Tu m'as presque convaincu que l'amour était quelque chose à craindre, que la confiance était une faiblesse, que la femme qui m'aimait inconditionnellement était mon ennemi. Zoé hocha la tête, incapable de parler à travers ses larmes. Je veux que tu regardes Amara, dit fermement Ethan. Je veux que tu vois ce que tes mensonges lui ont coûté. Zoé leva les yeux vers l'écran de l'ordinateur portable, observant l'apparence épuisée d'Amara, son ventre arrondi,
le petit appartement visible derrière elle qui contrastait si crûment avec la vie qu'elle avait menée autrefois. « Je suis désolé, dit Zoé, les mots semblant inadéquats face à l'ampleur de sa tromperie. Je sais que ça ne répare rien, mais je suis désolé pour ce que je vous ai fait à tous les deux. Les preuves que nous avons rassemblées aujourd'hui seront transmises à notre équipe juridique, annonça Malcolm. Bien que la plupart des actions de Zoé relèvent du civil plutôt que du pénal, il y a des motifs de poursuite pour diffamation, préjudice moral intentionnel et interférence dans les relations commerciales. Les dommages financiers à eux seuls pourraient être substantiels. Je comprends, dit Zoé doucement. Je coopérerai pleinement à toute procédure judiciaire. Il y a autre chose, dit Ethan, produisant un dernier document. J'ai demandé à mon équipe juridique de préparer un accord de dédommagement complet pour Amara, une restitution totale des biens qu'elle a perdus dans le divorce, plus une compensation pour la perte de revenus, l'atteinte à sa réputation et le préjudice moral que tu as causé. Sur l'écran, les yeux d'Amara s'écarquillèrent. Ethan, je ne veux pas de ton argent. Ce n'est pas de la charité, dit fermement Ethan. C'est la justice. Tu as tout perdu à cause de mensonges que j'ai choisi de croire. Le moins que je puisse faire est de te rendre ce qui t'a été pris. Amara resta silencieuse un long moment, réfléchissant. Finalement, elle hocha la tête. Pour le bébé. J'accepterai pour notre fille. Notre fille ? Répéta Ethan, les mots remplis d'émerveillement et d'espoir. Après le départ de Zoé, escortée par Malcolm pour entamer les procédures judiciaires contre elle, Ethan resta seul dans la salle de conférence avec son ordinateur portable, regardant Amara à travers la connexion vidéo. « Comment te sens-tu » demanda-t-il doucement. « Reconnu, dit Amara après un moment. Pendant 6 mois, j'ai porté le poids de tes accusations, me demandant si j'avais peut-être fait quelque chose de mal, si les problèmes dans notre mariage étaient peut-être de ma faute après tout. Ils ne l'étaient pas. Rien de tout cela n'était de ta faute. Je le sais maintenant. » Amara bougea inconfortablement, sa main se déplaçant vers le bas de son dos. Mais connaître la vérité n'annule pas les dégâts. Ethan, ça n'efface pas le fait que lorsque j'avais besoin que tu me fasses confiance, tu as choisi de croire des mensonges à la place. Ethan hocha la tête, acceptant la douloureuse vérité de ses paroles. Je t'ai manqué de la manière la plus fondamentale qu'un mari puisse manquer à sa femme. J'ai laissé la peur l'emporter sur l'amour, et j'ai laissé la suspicion détruire la confiance. Alors, où est-ce que ça nous mène ? Demanda Amara. Nous connaissons la vérité maintenant. Nous savons que Zoé a tout orchestré, mais ça ne répare pas automatiquement ce qui est cassé entre nous. Ethan pensa aux mois de thérapie, au travail acharné qu'il avait fait pour comprendre ses propres schémas psychologiques, aux changements qu'il avait opérés dans son approche des relations et de la confiance. Ça nous laisse avec un choix, dit-il finalement. Nous pouvons rester brisés, définis par la pire chose qui nous soit jamais arrivée, ou nous pouvons choisir de voir si l'amour est assez fort pour guérir même les blessures les plus profondes. Et si ce n'est pas le cas, si la confiance est trop endommagée pour être réparée, alors nous trouverons un moyen d'élever notre fille ensemble avec respect et gentillesse, et nous irons tous les deux de l'avant, en sachant que nous avons essayé de reconstruire quelque chose de beau sur les cendres de ce qui a été détruit. Amara resta silencieuse un long moment, ses yeux étudiant le visage d'Ethan à travers la connexion vidéo. « Tu as l'air différent, dit-elle enfin. » Différent comment ? Plus âgé. Plus triste. Mais aussi plus vrai, en quelque sorte. Comme si tu avais traversé quelque chose qui t'a fondamentalement changé. J'ai traversé quelque chose qui m'a changé, répondit Ethan. J'ai perdu la chose la plus importante de ma vie parce que j'avais trop peur de faire entièrement confiance. Ce genre de perte soit vous détruit, soit vous force à devenir quelqu'un capable de ne plus jamais refaire cette erreur. Et lequel des deux t'est arrivé ? Ethan regarda droit dans la caméra, espérant qu'elle pourrait voir la sincérité dans ses yeux. Je suis encore en train de le découvrir, mais j'aimerais le découvrir avec toi, si tu me le permets. Sur l'écran, Amara toucha son ventre alors que le bébé donnait un coup visible sous sa chemise. Elle a été très active aujourd'hui. Je pense que toute cette émotion l'affecte. Comment vas-tu l'appeler ? Demanda doucement Ethan. Grace, dit Amara sans hésitation, parce que même dans les moments les plus sombres, je n'ai jamais cessé d'espérer qu'un jour la vérité éclaterait, qu'un jour justice serait rendue, qu'un jour, elle s'arrêta, la voix étranglée par l'émotion. Qu'un jour l'amour trouverait un moyen de guérir ce qui semblait irréparablement brisé. Ethan sentit les larmes lui monter aux yeux. Grace est parfait.
Elle va être parfaite. L'appel vidéo se termina avec des plans provisoires pour qu'Ethan assiste au prochain rendez-vous prénatal d'Amara, si elle se sentait à l'aise avec sa présence. Ce n'était pas une réconciliation pas encore mais c'était la première vraie conversation qu'ils avaient eue en 8 mois, la première fois qu'ils se parlaient comme deux personnes travaillant vers un but commun plutôt que comme deux adversaires protégeant leur cœur blessé. Alors qu'Ethan quittait le bureau de Malcolm ce soir-là, sortant dans l'air vif de novembre, il ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois, un véritable espoir. La vérité était enfin révélée, la justice était en marche, et bien que leur histoire d'amour soit loin d'être terminée, elle ne ressemblait plus à une tragédie. Elle ressemblait à un commencement. Chapitre 9, un nouveau départ 3 jours après la confrontation avec Zoé, Ethan se tenait devant l'immeuble d'Amara, tenant un petit bouquet de tournesol ses fleurs préférées, bien qu'il doutât qu'elle se souvienne le lui avoir dit au début de leur relation. Le règlement financier avait été traité et les comptes d'Amara avaient été restaurés, mais l'argent ne pouvait pas réparer la distance émotionnelle qui s'étendait encore entre eux comme un gouffre. Il monta lentement les 3 étages, chaque pas semblant monumental. Arrivé à sa porte, il resta là plusieurs minutes, rassemblant son courage pour une conversation qui pourrait soit commencer à guérir leur relation brisée, soit confirmer que certains dommages étaient irréparables. Il frappa doucement, avec hésitation. Quand Amara ouvrit la porte, elle parut surprise de le voir là, des fleurs à la main, l'air plus nerveux qu'elle ne l'avait jamais vu. « Salut », dit-il simplement. « Salut », répondit-elle, sa main se posant instinctivement sur son ventre. Enceinte de 36 semaines, elle avait l'air fatiguée mais magnifique, sa peau rayonnant de la vitalité de la maternité approchante. « Je t'ai apporté ça », dit Ethan en lui tendant les tournesols. « Je me suis souvenu que tu en avais toujours sur ton bureau au cabinet. Tu disais qu'il te rappelait qu'il y avait toujours quelque chose de lumineux à espérer. » Amara accepta les fleurs, touchée par le souvenir qu'il avait conservé. « Tu te souviens de ça ? » « Je me souviens de tout ce qui te concerne, » dit Ethan doucement. « Chaque conversation que nous avons eue, chaque rêve que tu as partagé avec moi, chaque moment de bonheur que nous avons construit ensemble. Te perdre n'a pas effacé ces souvenirs. Ça les a rendus plus précieux. » Amara l'invita à entrer dans son petit studio, s'excusant pour l'espace exigu et le mobilier modeste. Le contraste avec leur ancien Penthouse était saisissant, mais Ethan remarqua comment elle avait rendu l'endroit chaleureux et accueillant avec des photographies, des plantes et les dessins d'architecture sur lesquels elle travaillait encore pendant son temps libre. « Tu dessines toujours », observa Théil, regardant les plans étalés sur sa petite table de cuisine. « Juste pour moi », dit Amara en s'installant avec précaution dans son unique fauteuil. « Je rêve à des projets de logement durable que je ne construirai probablement jamais, mais ça entretient la passion. » Ethan étudia ses dessins, reconnaissant l'innovation brillante qu'il avait d'abord attirée dans son travail. « C'est extraordinaire. L'intégration communautaire. L'impact environnemental. C'est exactement le genre de logement dont la ville a besoin. Ce n'est qu'un fantasme maintenant, » dit Amara avec un sourire mélancolique. « Ma réputation dans le secteur est détruite. Personne ne veut travailler avec l'architecte qui a été accusé d'adultère et a perdu son entreprise dans un divorce houleux. Ça va changer, » dit fermement Ethan. « Je vais m'assurer que tout le monde sache la vérité sur ce qui t'est arrivé. Ta réputation sera restaurée. » « Tu ne peux pas régler ça avec des communiqués de presse et des déclarations publiques, » répondit Amara. « La confiance, une fois brisée, met du temps à se reconstruire, en affaires comme dans les relations personnelles. » Ils restèrent assis dans un silence confortable pendant un moment, tous deux perdus dans leurs pensées. Finalement, Ethan trouva le courage d'exprimer ce qu'il était venu dire. « J'ai eu tort sur toute la ligne, Amara. Pas seulement en croyant aux mensonges de Zoé, mais sur les fondements de l'amour et de la confiance. J'ai eu tort de refuser tes explications, tort de choisir la peur plutôt que la foi, tort d'abandonner la chose la plus précieuse de ma vie parce que j'étais trop terrifié pour me battre pour elle. » Amara étudia son visage, cherchant la sincérité qu'elle voulait désespérément croire. « Qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui t'a finalement fait comprendre ? » Des mois de thérapie, admit Ethan sans honte, une auto-analyse brutale pour comprendre pourquoi j'ai été si prompt à croire le pire de quelqu'un que je prétendais aimer inconditionnellement. J'ai appris que ma terreur de te perdre me rendait vulnérable à la manipulation, que mes propres insécurités ont donné à Zoé les armes qu'elle a utilisées pour nous détruire. Et tu penses que la thérapie a réglé ces insécurités ? Ethan secoua fermement la tête. La thérapie m'a aidé à les comprendre. La vraie réparation, c'est un travail quotidien que je ferai pour le reste de ma vie.
Chaque matin, je dois choisir la confiance plutôt que la méfiance, l'amour plutôt que l'autoprotection, le courage plutôt que la lâcheté. C'est un travail que j'aurais dû faire depuis le début. Amara sentit le bébé donner un grand coup, un rappel de la vie qu'ils avaient créée ensemble durant leur dernière semaine de mariage. Elle posa sa main sur le mouvement, et les yeux d'Ethan furent attirés par le geste. « Est-ce que je peux » commença-t-il avec hésitation, puis s'arrêta. « Peux-tu quoi ? Puis-je la sentir bouger ? Je sais que je n'ai pas le droit de demander, mais j'ai déjà manqué tellement de choses. » Amara hésita, puis hocha la tête. Ethan s'agenouilla à côté de sa chaise, posant doucement sa main sur son ventre. Presque immédiatement, leur fille répondit par un coup vigoureux qui fit sourire les deux parents. « Elle est active aujourd'hui, » dit doucement Amara. « Elle sait que son papa est là, » répondit Ethan, de l'émerveillement dans la voix. Le docteur Ansley dit que les bébés peuvent reconnaître les voix depuis l'utérus. « Tu as parlé au docteur Ansley ?» Ethan parut légèrement embarrassé. « J'ai suivi des cours de préparation à l'accouchement et de soins aux nourrissons. Je voulais être prêt, même si, » il s'interrompit, ne voulant pas exprimer sa crainte de ne pas être le bienvenu à la naissance de leur fille. « Ethan, » dit Amara avec précaution, « qu'attends-tu de moi ? Que espères-tu accomplir avec ces visites ?» Ethan considéra sérieusement la question. « Je veux mériter le droit de faire partie de la vie de notre fille. Je veux prouver que j'ai appris de mes erreurs et que je suis devenu quelqu'un digne de ta confiance à nouveau. Mais surtout, je veux reconstruire ce que nous avions, pas seulement le restaurer, mais le rendre plus fort qu'avant. C'est beaucoup demander à quelqu'un dont tu as divorcé sur la base de mensonges. Je sais, et je sais que je ne l'obtiendrai peut-être jamais. Mais Amara, je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand je pensais que tu m'avais trahi. Cet amour était tordu par la peur et la suspicion, mais il n'est jamais mort. » Amara sentit les larmes lui monter aux yeux. « L'amour ne suffit pas, Ethan. Nous nous aimions il y a 3 ans, et ça ne t'a pas empêché de choisir de croire le pire de moi quand quelqu'un a semé le doute dans ton esprit. Tu as raison, reconnut Ethan. L'amour sans la confiance n'est qu'une torture émotionnelle. Mais je ne suis pas le même homme qui t'a quitté il y a 8 mois. J'ai appris des choses sur moi-même, sur les relations, sur ce que signifie vraiment s'engager envers quelqu'un. » Le bébé donna un autre coup, plus fort cette fois, faisant grimacer légèrement Amara. Ethan le remarqua immédiatement. « Ça va ? Dois-je appeler le médecin ? » « Je vais bien, » l'assura Amara. « Elle est juste très active aujourd'hui. Le médecin dit que c'est normal à ce stade. » Ethan garda sa main sur son ventre, sentant les mouvements de leur fille sous sa paume. « J'ai lu des livres sur la grossesse et l'accouchement. Je sais que je n'ai pas le droit d'être là quand elle naîtra, mais je veux que tu saches que je respecterai toutes les décisions que tu prendras à ce sujet. »« Que voudrais-tu, toi ?» demanda Amara. « Si tu pouvais choisir, que voudrais-tu ? » ?»« Je voudrais être là quand elle prendra son premier souffle. Je voudrais couper son cordon ombilical et être la première personne à la tenir après toi. Je voudrais lui murmurer que son papa l'aime et qu'il passera le reste de sa vie à rattraper les mois où il a été absent. » La résolution d'Amara vacilla en entendant l'émotion brute dans sa voix. « Et pour nous ? Que voudrais-tu pour nous ?» Ethan la regarda droit dans les yeux. « Je voudrais avoir la chance de te courtiser à nouveau, de mériter ton amour comme j'aurais dû le mériter la première fois, avec patience, respect et une fidélité absolue à ton cœur. Je voudrais t'épouser à nouveau, mais cette fois en étant quelqu'un qui comprend que l'amour exige la confiance et que la confiance exige le courage. » Un silence confortable s'installa entre eux alors qu'ils prenaient tous deux la mesure des paroles d'Ethan. Le bébé continuait de bouger sous sa main, créant une connexion intime qui transcendait leur histoire compliquée. « J'ai besoin de temps, » dit finalement Amara. « J'ai besoin de voir si les changements dont tu parles sont réels et durables. J'ai besoin de savoir que tu ne t'enfuiras pas à nouveau la première fois que quelqu'un essaiera de se mettre entre nous. »« Je comprends, » répondit Ethan. « Et j'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra. Notre fille mérite des parents qui se font entièrement confiance. Et si cela signifie que je dois passer des mois ou des années à faire mes preuves, alors c'est ce que je ferai. » « Ça pourrait prendre des années, » prévint Amara. « Le genre de confiance que tu as brisé ne guérit pas rapidement. »« Alors nous avons des années pour y travailler, » dit simplement Ethan. « Je ne vais nulle part, Amara. Plus jamais. » Comme en réponse à la promesse de son père, le bébé donna un coup particulièrement fort, faisant rire les deux parents. « Je crois qu'elle approuve, » dit Amara,
souriant pour la première fois depuis l'arrivée d'Ethan. Elle a bon jugement, répondit Ethan. Elle tient ça de sa mère. Leur conversation fut interrompue par une douleur aiguë qui fit halter Amara et la plia en deux. Ethan fut immédiatement sur le qui-vive, sa main se déplaçant de son ventre pour soutenir son dos. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est le bébé? Je crois. Amara respira à travers une autre vague de douleur. Je crois que ce sont peut-être de vraies contractions. J'en ai eu par intermittence toute la journée. Mais elles deviennent plus fortes. Ethan regarda sa montre, chronométrant les contractions. Elles sont espacées d'environ 4 minutes. Nous devons t'emmener à l'hôpital. C'est probablement encore une fausse alerte, dit Amara, essayant de minimiser son inconfort. Mais au moment même où elle parlait, une autre contraction la saisit, plus forte que la précédente, et elle ne put cacher son malaise. Nous allons à l'hôpital, dit fermement Ethan, se déplaçant déjà pour prendre le sac de nuit qu'elle avait préparé des semaines auparavant. Je te conduis. Ethan, tu n'es pas obligé. Si, je le suis, l'interrompit-il doucement. C'est exactement là que je dois être. C'est exactement ce que j'aurais dû faire depuis le début, prendre soin de toi et de notre bébé. Tandis qu'Ethan aidait Amara à descendre les 3 étages, s'arrêtant à chaque contraction, elle réalisa que sa présence lui semblait naturelle plutôt qu'intrusive. Pour la première fois en 8 mois, elle n'affrontait pas une crise médicale seule. Tu es sûr de ça? Demanda-t-elle alors qu'il l'aidait à monter dans sa voiture. D'être là pour la naissance, si c'est le vrai travail. Je n'ai jamais été aussi sûr de quoi que ce soit de ma vie, répondit Ethan en démarrant le moteur. Si tu me le permets, je veux être là quand notre fille viendra au monde. Je veux faire partie du premier instant de sa vie au lieu de manquer les premiers mois comme je l'ai fait avec la grossesse. Alors qu'il traversait la ville en direction de l'hôpital Merci Général, Amara sentit quelque chose changer en elle, pas seulement le bébé qui se préparait à naître, mais son propre cœur qui commençait à s'ouvrir à la possibilité que peut-être l'amour pouvait vraiment guérir même les blessures les plus profondes. Ce ne serait pas facile. La confiance devrait être reconstruite lentement, soigneusement, avec patience, constance et une honnêteté absolue. Mais alors qu'Ethan lui tenait la main pendant une autre contraction, qu'il lui murmurait des paroles rassurantes et des promesses pour leur avenir, Amara s'autorisa à espérer que leur histoire ne se terminait pas par une trahison et un divorce. Peut-être ne faisait-elle que commencer, avec le pardon et la chance de s'aimer mieux qu'auparavant. Le bébé donna un dernier coup, comme pour approuver l'optimisme prudent de sa mère, et Amara serra la main d'Ethan alors qu'ils entraient sur le parking de l'hôpital, prêts à rencontrer leur fille et à commencer le prochain chapitre de leur histoire d'amour compliquée, belle et pleine d'espoir. Chapitre 10, l'amour retrouve son chemin. La salle de travail et d'accouchement de l'hôpital Merci Général semblait à la fois familière et surréaliste à Ethan alors qu'il tenait la main d'Amara pendant une autre contraction. 8 mois plus tôt, il était dans ce même hôpital après son malaise à sa réception de mariage. Maintenant, il était là en tant que père de leur enfant, enfin là où il devait être. « Tu es incroyable », murmura Ethan, écartant les tresses d'Amara de son front humide de sueur. « Tu es la personne la plus forte que je connaisse. » Le travail progressa rapidement. Leur fille était impatiente de rencontrer le monde. À 36 semaines, le docteur Lila Ansley était confiante que les poumons du bébé étaient prêts. « Je vois la tête du bébé », annonça le docteur Ansley. « Encore quelques poussées, et vous tiendrez votre fille. » Ethan sentit les larmes couler sur son visage en assistant au miracle qui se déroulait. Rien ne l'avait préparé à cette émotion écrasante. Encore une grande poussée, Amara, encouragea le médecin. Dans un flot de liquide et un cri vigoureux qui emplit la pièce, Grace Carter vint au monde. « Elle est là », annonça le docteur Ansley en soulevant le bébé. « Elle est magnifique et respire parfaitement. »« Voulez-vous couper le cordon ombilical, papa ?» demanda Ansley à Ethan. Ethan regarda Amara, cherchant sa permission. Quand elle hocha la tête à travers ses larmes d'épuisement, il accepta les ciseaux avec des mains tremblantes. En faisant la coupe, il sentit le poids de la responsabilité s'installer sur ses épaules. Cette petite personne était sa fille, et il passerait le reste de sa vie à la protéger, à l'aimer, à prouver qu'il était digne d'elle. Après que Grace fut nettoyée et examinée 2,35 kg de pure perfection, Ethan tint sa fille pour la première fois. Elle était si petite, si parfaite, qu'il avait peur de respirer trop brusquement. « Elle est absolument parfaite », murmura-t-il, incapable de détourner le regard des traits minuscules de Grace. Amara regarda Ethan ajuster naturellement sa prise lorsque Grace commença à s'agiter,
soutenant instinctivement sa tête et parlant d'un ton apaisant. Tu es un naturel. J'ai des mois de temps perdu à rattraper, répondit Ethan, la voix chargée d'émotion. Je veux être présent pour tout, à partir de maintenant. Lorsqu'ils ramenèrent Grace à la maison, aux Pentouzes, 3 jours plus tard, Ethan avait préparé une chambre d'enfant peinte en jaune et vert tendre, avec un berceau positionné pour capter la lumière du matin. « Quand as-tu fait tout ça ?» demanda Amara, passant sa main le long du barreau du berceau. « Au cours du mois dernier. Je n'arrêtais pas d'espérer que j'aurais la chance de m'en servir. » Ethan posa doucement le siège auto de Grace sur la table allongée. « J'ai manqué la majeure partie de ta grossesse, mais je voulais être prêt pour son arrivée. Les premières semaines de cohabitation furent une période d'ajustement. » Ethan se jeta à corps perdu dans la paternité, apprenant à changer les couches, maîtrisant les biberons de 3 heures du matin, faisant les 100 pas avec un bébé qui avait des coliques. Amara sentit les murs qu'elle avait soigneusement construits commencer à s'effriter en regardant cet homme transformé avec leur fille. Un mois après la naissance de Grace, Amara trouva Ethan dans la chambre d'enfant à minuit, tenant leur fille endormie dans le rocking chair. Elle était agitée, expliqua-t-il doucement. Je ne voulais pas que ses pleurs te réveillent. Que lui dis-tu pendant ces discussions, murmura Amara. Que son papa a fait de terribles erreurs, mais qu'il va passer le reste de sa vie à se racheter auprès de vous deux. Que l'amour vaut la peine de se battre, et que le pardon est possible si quelqu'un est vraiment désolé et prêt à changer. Les larmes piquèrent les yeux d'Amara. Au fil des semaines, ils recommencèrent à avoir de vraies conversations, sur l'avenir de Grace, sur le retour d'Amara à l'architecture, sur la fondation d'Ethan pour le logement durable. 3 mois après la naissance de Grace, un dimanche matin tranquille alors que la neige tombait dehors, Ethan trouva Amara en train de dessiner sur l'îlot de la cuisine non pas des plans d'architecture, mais des portraits de leur fille. J'ai réfléchi au projet de développement communautaire durable, dit Amara. J'ai décidé d'accepter le partenariat. Le cœur d'Ethan s'emballa. Un partenariat en affaires, certainement. Dans l'éducation de notre fille, absolument. Amara posa son crayon et se tourna pour lui faire face. Dans la vie. Je crois que j'aimerais bien le découvrir. Qu'est-ce que tu es en train de dire? Je dis que je t'aime. Je n'ai jamais cessé de t'aimer, même quand j'étais furieuse contre toi. La voix d'Amara était stable, certaine. Et je pense que tu as fait le travail nécessaire pour devenir quelqu'un digne de cet amour. Tu es sûr? Demanda Ethan en prenant ses mains. Parce que j'ai besoin que tu sois complètement sûr. Je te choisis, toi, dit fermement Amara. Je choisis l'homme qui a appris à tresser les cheveux de notre fille. Je choisis l'homme qui va en thérapie pour s'assurer qu'il ne laissera plus jamais la peur l'emporter sur l'amour. Je choisis l'homme qui a prouvé que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à faire le travail nécessaire. Grace choisit ce moment pour se réveiller et réclamer de l'attention, interrompant leur tendre moment. Mais alors qu'ils se déplaçaient ensemble pour réconforter leur fille, ils comprirent que cette interruption était parfaite. Leur histoire d'amour avait toujours tourné autour de la famille qu'ils construisaient ensemble. 6 mois plus tard, Ethan et Amara se remarièrent lors d'une petite cérémonie dans le jardin du Pentouzes, Grace babillant joyeusement dans les bras d'Amara pendant qu'ils échangeaient de nouveaux vœux. Je promets de choisir la foi plutôt que la peur, dit Ethan, de me battre pour nous plutôt que contre mes propres insécurités, et de t'aimer avec le courage que tu mérites. Je promets d'être patiente avec ton évolution et honnête sur mes besoins, répondit Amara. De construire quelque chose de plus fort que ce que nous avons perdu, et de ne jamais laisser l'orgueil m'empêcher de me battre pour notre amour. Alors qu'ils s'embrassaient, Grace tendit les bras et attrapa leurs 2 visages avec ses petites mains, bénissant leur réunion. Malcolm Reed leva son verre à Ethan et Amara. À ceux qui ont prouvé que certaines histoires d'amour ne se terminent pas par ils vécurent heureux pour toujours. Elle commence par l'essayons encore une fois, mais en mieux cette fois. 5 ans plus tard, Grace était une enfant de maternelle précoce qui chassait les lucioles dans leur jardin. Leur mariage avait résisté à de véritables tempêtes, mais chaque obstacle avait été affronté avec une communication honnête et le genre de confiance inébranlable forgé par 2 personnes qui comprenaient le coup de se perdre l'un l'autre. Te demandes-tu parfois ce qui se serait passé si Zoé n'était jamais intervenue? Demanda Amara alors qu'ils regardaient leur fille jouer. Parfois, admit Ethan, mais nous sommes meilleurs maintenant. De meilleurs parents, de meilleurs partenaires, de meilleures personnes parce que nous avons dû nous battre pour nous retrouver. Alors, tu es reconnaissant pour le chagrin? Je suis reconnaissant pour la guérison, corrigea Ethan.
Je suis reconnaissant que nous ayons appris que l'amour n'est pas seulement un sentiment, c'est un choix quotidien, même quand c'est difficile. Grace appela depuis le jardin, demandant à ses parents d'attraper des lucioles avec elle. Prête, demanda Ethan en lui tendant la main. Toujours, répondit Amara. Parce que l'amour, le vrai amour, retrouve toujours son chemin.